Hunger Games par Suzanne Collins. À James Proimos. Première partie, les tribus. À mon réveil, l'autre côté du lit est tout froid. Je tâtonne, je cherche la chaleur de Prime, mais je n'attrape que la grosse toile du matelas. Elle a dû faire un mauvais rêve et grimper dans le lit de maman. Normal, c'est le jour de la moisson. Je me redresse sur un coude. Il y a suffisamment de lumière dans la chambre à coucher pour que je les voie. Ma petite sœur, Prime, pelotonnée contre ma mère, leurs joues collées l'une à l'autre. Dans son sommeil, maman paraît plus jeune, moins usée. Le visage de Prime est frais comme la rosée, aussi adorable que la prime vert qui lui donne son nom. Ma mère aussi était très belle autrefois, à ce que l'on dit. Couché sur les genoux de Prime, protecteur, se tient le chat le plus laid du monde. Il a le nez aplati, il lui manque la moitié d'une oreille, et ses yeux sont couleur de vieille courge. Prime a insisté pour le baptiser Buttercup, bouton d'or, sous prétexte que son poil jaunâtre lui rappelait cette fleur. Il me déteste. En tout cas, il ne me fait pas confiance. Même si ça remonte à plusieurs années, je crois qu'il n'a pas oublié que j'ai tenté de le noyer quand Prime l'a rapporté à la maison. Un chaton famélique, au ventre ballonné, infesté de puces. Je n'avais vraiment pas besoin d'une bouche de plus à nourrir. Mais Prime a tellement supplié, pleuré, que j'ai dû céder. Il n'a pas si mal grandi. Ma mère l'a débarrassé de sa vermine, et c'est un excellent chasseur. Il lui arrive même de nous faire cadeau d'un rat. Parfois, quand je vide une prise, je jette les entrailles à Buttercup. Il a cessé de cracher dans ma direction. Des entrailles, pas de crachat. C'est le grand amour. Je balance mes jambes hors du lit et je me glisse dans mes bottes de chasse. Le cuir souple épouse la forme de mes pieds. J'enfile un pantalon, une chemise, je fourre ma longue natte brune sous ma casquette et j'attrape ma gibecière. Sur la table, sous un bol de bois qui le protège des rats affamés et des chats, m'attend un très joli petit fromage de chèvre enveloppé dans des feuilles de basilic. C'est mon cadeau de la part de Prime pour le jour de la moisson. Je le range dans ma poche en me glissant dehors. À 7 heures de la matinée, notre quartier du district 12, surnommé la Veine, grouille généralement de mineurs en chemin pour le travail. Des hommes et des femmes aux épaules voûtées, aux phalanges gonflées, dont la plupart ont renoncé depuis longtemps à gratter la poussière de charbon incrustée sur leurs ongles ou dans les sillons de leur visage. Mais aujourd'hui, les rues cendreuses sont désertes. Les maisons grises ont les volets clos. La moisson ne commence pas avant 2 heures. Autant dormir jusque-là pour ceux qui le peuvent. Notre maison se trouve presque à la limite de la Veine. Je n'ai que quelques porches à passer pour atteindre le terrain vague qu'on appelle le pré. Un haut grillage surmonté de barbelés le sépare de la forêt. Il encercle entièrement le district 12. En théorie, il est électrifié 24 heures sur 24 pour éloigner les prédateurs, les meutes de chiens sauvages, les pumas solitaires, les ours, qui menaçaient nos rues autrefois. Mais on peut s'estimer heureux quand on a 2 ou 3 heures d'électricité dans la soirée, et on les touche généralement sans danger. Malgré ça, je prends toujours le temps de m'assurer de l'absence de bourdonnement révélateur. Pour l'instant, le grillage est plus silencieux qu'une pierre. Dissimulé par un buisson, je me couche sur le ventre et rampe à travers une déchirure de 60 cm que j'ai repérée il y a des années. Il existe d'autres entrailles dans le grillage, mais celle-ci est la plus proche de chez nous, et c'est presque toujours par celle-là que je me faufile dans les bois. Une fois sous les arbres, je récupère mon arc et mon carquois dans un tronc creux. Électrifié ou non, le grillage tient les carnassiers à distance du district 12. Dans la forêt, en revanche, ils abondent et leurs menaces s'ajoutent à celles des serpents venimeux, des animaux enragés, ainsi qu'à l'absence de sentiers. Mais on y trouve aussi de la nourriture si on sait où la chercher. Mon père savait, et il me l'a appris avant d'être pulvérisé par un coup de grisou. Il ne restait plus rien à enterrer. J'avais 11 ans à l'époque. 5 ans après, je me réveille encore en lui criant de s'enfuir. Même si pénétrer dans les bois est illégal et que le braconnage est puni de la façon la plus sévère, nous serions davantage à prendre le risque si les gens possédaient des armes. Mais la plupart n'ont pas le courage de s'aventurer à l'extérieur rien qu'avec un couteau. Mon arc, confectionné par mon père, comme quelques autres que je dissimule dans les bois, soigneusement enveloppé dans la toile imperméable,
est une rareté. Mon père aurait pu en tirer un très bon prix, mais si les autorités l'avaient découvert, on l'aurait exécuté en public pour incitation à la rébellion. En général, les pacificateurs ferment les yeux sur nos petites expéditions de chasse parce qu'ils apprécient la viande fraîche autant que les autres. En fait, ils comptent parmi nos meilleurs clients. Cependant, ils n'auraient pas toléré que l'on puisse armer la veine. En automne, quelques courageux se hasardent dans les bois pour cueillir des pommes, mais toujours au vu du pré. Toujours suffisamment près pour regagner au pas de course la sécurité du district 12 en cas de mauvaise rencontre. Le district 12, on y meurt de faim en toute sécurité, je grommelle. Puis, je jette un rapide coup d'œil autour de moi. Même ici, au milieu de nulle part, on s'inquiète constamment de l'idée que quelqu'un puisse nous entendre. Quand j'étais plus petite, je terrorisais ma mère par mes propos sur le district 12, sur les gens qui dirigent nos vies depuis le Capitole, la lointaine capitale de ce pays, Panem. J'ai fini par comprendre que cela ne nous attirait que des ennuis. J'ai appris à tenir ma langue, à montrer en permanence un masque d'indifférence, afin que personne ne puisse jamais deviner mes pensées. À travailler en silence à l'école, à me limiter aux banalités d'usage sur le marché, à ne discuter affaire qu'à la plaque, le marché noir d'où je tire l'essentiel de mes revenus. Même à la maison où je suis moins aimable, j'évite d'aborder le sujet sensible, comme la moisson, la disette ou les Hunger Games, les jeux de la faim. Prime risquerait de répéter mes paroles et nous serions dans de beaux draps. Dans la forêt, m'attend la seule personne avec laquelle je peux être moi-même, Gale. Les muscles de mon visage se détendent et je presse le pas en grimpant la colline vers notre point de rendez-vous, une corniche rocheuse surplombant la vallée. D'épais buissons de murs la mettent à l'abri des yeux indiscrets. En découvrant Gale, je souris. Gale prétend que je ne souris jamais, sauf dans la forêt. « Salut Katnip, me dit-il. En réalité, je m'appelle Katniss, un nom indien du Sagittaire. Seulement, à notre première rencontre, je l'ai dit trop bas. Il a entendu Katnip, herbe à chat. Et puis, un cinglé de lynx s'est mis à me suivre dans la forêt pour récupérer les restes, et le surnom est devenu aussi officiel. Plus tard, j'ai dû abattre le lynx qui faisait fuir le gibier. Je l'ai un peu regretté, car sa compagnie n'était pas désagréable. Mais j'ai quand même négocié sa fourrure à bon prix. « Regarde ce que j'ai tiré !» triomphe Gale en brandissant une miche de pain traversée par une flèche. Je ris. C'est un vrai pain du boulanger, pas l'un de ces pains plats et trop denses que nous préparons avec nos rations de blé. Je le prends, je retire la flèche et j'approche la croûte de mon nez afin de humer l'odeur qui s'en échappe. J'en ai tout de suite l'eau à la bouche. Du bon pain comme ça, c'est pour les occasions spéciales. Miam, encore chaud, dis-je. Il a dû se rendre à la boulangerie à l'aurore. Qu'est-ce qui t'a coûté ? Juste un écureuil. J'ai eu l'impression que le vieux était d'humeur sentimentale ce matin, ajoute Gale. Il m'a même souhaité bonne chance. Oh, on se sent tous plus près les uns des autres aujourd'hui, non ? Dis-je sans même me donner la peine de lever les yeux au ciel. Prime nous a laissé un fromage. Je le sors de ma poche. Le visage de Gale s'illumine quand il le découvre. Hey, merci Prime, on va se régaler. Il prend soudain l'accent du Capitole pour imiter Effie Trinket, l'irréductible optimiste qui vient chaque année lire à voix haute les noms de la moisson. J'allais oublier, joyeux Hunger Game. Il rafle quelques murs sur un buisson voisin. Et puis le sort. Il lance une mûre dans ma direction, je les attrape au vol et la crève entre mes dents. Son acidité sucrée m'explose sur la bouche. Vous êtes favorable, dis-je avec une verve identique. Nous préférons en rire plutôt qu'avoir la frousse de tous les diables. Et puis, l'accent du Capitole est si outré que la moindre phrase devient comique avec lui. Je regarde Gale sortir un couteau et découper des tranches. Il pourrait être mon frère. Même cheveux bruns et raides, même ton olivâtre, mêmes yeux gris. Pourtant, nous ne sommes pas apparentés. Du moins pas directement. La plupart des familles qui travaillent dans la mine se ressemblent plus ou moins. C'est pourquoi maman et Prime, avec leurs cheveux blonds et leurs yeux bleus, ont toujours paru déplacés. Elles le sont. Les parents de notre mère appartenaient à la classe des petits commerçants qui fournit les représentants de l'autorité, les pacificateurs et quelques clients issus de la veine. Ils tenaient une pharmacie dans le meilleur quartier du 12.
Comme personne ou presque n'a les moyens de s'offrir un médecin, ce sont les pharmaciens qui nous soignent. Mon père a connu ma mère parce que, au cours de ses chasses, il ramassait parfois les herbes médicinales qu'il vendait à la boutique. Elle devait être très amoureuse de lui pour quitter son foyer et venir s'installer dans la veine. Je m'efforce de m'en souvenir quand je vois la femme qu'elle est devenue, apathique et indifférente, pendant que ses filles mouraient de faim sous ses yeux. Je tente de lui pardonner, au nom de mon père. Mais en toute franchise, le pardon n'est pas quelque chose qui me vient facilement. Gail étale le fromage de chèvre sur le pain avec une délicatesse, en posant avec délicatesse une feuille de basilic sur chaque tranche, pendant que je ramasse une brassée de mûres dans les buissons. On s'installe sur le creux des rochers. De là-haut, nous sommes invisibles, mais nous avons une vue dégagée sur la vallée. L'endroit grouille de vie estivale, de plantes aux racines comestibles, de poissons qui scintillent au soleil. C'est une journée magnifique avec un grand ciel bleu, une brise légère. La nourriture est délicieuse, le fromage fond sur le pain chaud, les mûres éclatent dans nos bouches. Là, tout serait parfait s'il s'agissait vraiment d'un jour férié, si nous avions la journée devant nous pour courir dans la montagne et chasser le dîner de ce soir. Au lieu de quoi, nous serons debout sur la grande place à 2 heures pile, à guetter l'annonce des noms. On pourrait le faire, tu sais, dit Gail d'une voix douce. Quoi donc ? Quitter le district, nous enfuir, vivre dans les bois. Ensemble, on pourrait réussir. Je ne sais pas quoi répondre. L'idée est tellement absurde. S'il n'y avait pas les enfants, s'empresse-t-il d'ajouter. Ce ne sont pas nos enfants, bien sûr. Mais cela revient au même. Les 2 petits frères et la sœur de Gail, Prime, auxquels on peut ajouter nos mères aussi, parce que comment se débrouillerait-elle sans nous ? Qui nourrirait toutes ces bouches affamées ? Nous avons beau chasser tous les jours, il y a quand même des soirs où il faut troquer notre gibier contre du lard, des lacets et des chaussures, et de la laine, et même des nuits où nous allons nous coucher l'estomac vide. Je n'aurai jamais d'enfant, dis-je. Moi, j'aimerais bien. Si je vivais ailleurs, répond Gail. Sauf que tu vis ici. Laisse tomber. Cette discussion ne rime à rien. Nous enfuir, comment pourrais-je abandonner Prime, la seule personne au monde que je suis sûre d'aimer ? Et Gail est entièrement dévouée à sa famille. Nous ne pouvons pas partir, alors à quoi bon en parler ? Et même en admettant que nous le fassions, d'où sort cette idée d'avoir des enfants ? Il n'a jamais eu le moindre soupçon de romance entre Gail et moi. À notre rencontre, j'étais une petite fille maigrichonne de 12 ans, alors que lui, bien qu'il n'ait que 2 ans de plus, avait déjà l'air d'un homme. Il a fallu du temps pour que nous devenions amis, pour cesser de nous disputer les prises et pour commencer à nous entraider. Par ailleurs, s'il veut vraiment des enfants, Gail n'aura aucun mal à trouver une femme. Il est séduisant, assez fort pour survivre à la mine, et il sait chasser. On voit bien à la manière dont elles en parlent à l'école que les filles s'intéressent à lui. Cela me rend jalouse, mais pas dans le sens auquel on s'attendrait. C'est juste que les bons partenaires de chasse sont rares. Qu'as-tu envie de faire aujourd'hui ? Je lui demande. On peut chasser, pêcher ou ramasser des baies. Allons pêcher au lac. Ensuite, on n'aura qu'à laisser nos cannes pour faire un peu de cueillette. Comme ça, on rapportera quelque chose de chouette pour ce soir. Ce soir, après la moisson, tout le monde est censé faire la fête. Beaucoup le font d'ailleurs, soulagés de savoir que leurs enfants seront épargnés un an de plus. Mais 2 familles au moins ferment leurs volets, verrouillent leurs portes et cherchent un moyen d'affronter les semaines douloureuses qui s'annoncent. La récolte est bonne. Les prédateurs nous laissent tranquilles car, par une si belle journée, ils trouvent en abondance des proies plus faciles et plus goûteuses. À la fin de la matinée, nous avons une 12aine de poissons, quelques plantes comestibles et surtout un énorme sac de fraises. J'ai découvert le champ de fraises il y a quelques années, mais c'est Gail qui a eu l'idée de l'entourer d'un grillage pour tenir les animaux à l'écart. Sur le chemin du retour, nous faisons accrocher par la plaque le marché noir qui se tient dans l'ancien entrepôt de charbon désaffecté. Quand on a découvert un système plus efficace pour transporter le charbon directement de la mine au train, la plaque s'est appropriée peu à peu tout l'espace. La plupart des commerces ont fermé à cette époque, le jour de la moisson. Non, la plupart des commerces sont fermés à cette heure-ci, le jour de la moisson, mais le marché noir reste ouvert. Saïboui, la vieille femme décharnée qui vend des bols de soupe chaude derrière son grand chaudron, nous débarrasse de la moitié de nos plantes
en échange de 2 blocs de paraffine. Nous en tirerons peut-être davantage ailleurs, mais nous faisons un effort pour rester en bon terme avec Sae. Elle seule est toujours prête à nous acheter du chien sauvage. On ne les chasse pas spécialement, mais quand ils nous attaquent et qu'on peut en abattre un ou deux, eh bien, de la viande, c'est de la viande. Dans ma soupe, ça devient du bœuf, prétend Sae Boui avec un clin d'œil. Dans la veine, on ne cracherait pas sur un cuisseau de chien sauvage, mais les pacificateurs qui viennent à la plaque ont les moyens de se montrer un peu plus difficiles. Après le marché, nous allons frapper à la porte de service de la maison du maire pour lui vendre la moitié de nos fraises, sachant qu'il les adore et peut se les offrir. Sa fille, Madge, vient nous ouvrir. À l'école, on est dans la même classe. Vu que c'est la fille du maire, on s'attendrait à une pain-bêche, mais pas du tout. Elle évite simplement de se mêler aux autres, comme moi. Du coup, aucune de nous deux n'a vraiment d'amis, et nous nous retrouvons souvent ensemble à l'école, à l'heure du déjeuner, lors des assemblées, ou encore quand il faut trouver un binôme en cours de sport. Nous ne parlons pas beaucoup, et cela nous convient à merveille. Aujourd'hui, elle a troqué son uniforme d'écolière contre une belle robe blanche et noué un ruban rose dans ses cheveux blonds. Pareil pour la moisson. Jolie robe, remarque Gail. Madge lui lance un regard perçant, l'air de se demander si c'est un compliment sincère ou s'il est ironique. Sa robe est jolie. Mais elle ne l'aurait pas mise. Elle ne l'aurait jamais mise sans une occasion extraordinaire. Elle pince les lèvres et sourit. Bah, si je dois partir au Capitole, autant paraître à mon avantage, non ? C'est maintenant au tour de Gail de rester perplexe. Est-elle sérieuse ? Ou est-ce une manière de flirter avec elle ? Je penserai pour la seconde option. Je pencherai. Tu n'iras pas au Capitole, riposte Gail, d'un ton froid. Son regard se pose sur une petite broche ronde qui orne la robe de Madge, en or massif. Un bijou magnifique, de quoi nourrir une famille pendant des mois. Tu as combien d'inscriptions ? 5 ? Moi j'en avais 6 à 12 ans. Elle n'y est pour rien, dis-je. Non, personne n'y est pour rien. C'est comme ça, admet Gail. Le visage de Madge s'édurcit. Elle dépose l'argent des fraises dans ma main. Bonne chance, Katniss. À toi aussi. La porte se referme. Nous regagnons la veine en silence. Gail n'aurait pas dû s'en prendre à Madge, mais il a raison, bien sûr. Le système de la moisson est injuste, car il pénalise les pauvres. On devient éligible à l'âge de 12 ans. Cette année-là, notre nom est inscrit qu'une seule fois. À 13 ans, 2 fois, et ainsi de suite jusqu'à nos 18 ans, dernière année d'éligibilité, où notre nom est inscrit 7 fois. C'est vrai pour chaque citoyen du district 12, des 12 districts du pays de Panem. Seulement il y a un truc. Imaginons que vous soyez pauvre et que vous creviez de faim, comme nous. Vous pouvez choisir de faire inscrire votre nom plusieurs fois en échange de tézérés. Une tézéra représente l'équivalent d'un an d'approvisionnement en blé et en huile pour une personne. Vous pouvez faire cela pour chacun des membres de votre famille. Si bien qu'à l'âge de 12 ans, j'ai inscrit mon nom 4 fois. Une fois parce que j'y étais obligée, et 3 autres en échange de tézérés pour ma mère, Prime et moi. En fait, j'ai dû recommencer chaque année, et toutes ces inscriptions s'accumulent. De sorte que aujourd'hui, à 16 ans, mon nom figurera 20 fois dans le tirage au sort. Gail, qui a 18 ans, et fait vivre toute sa famille à lui tout seul. Et fait vivre à lui tout seul une famille de 5 personnes depuis 7 ans, aura 42 chances d'être choisie. On comprend qu'une fille comme Madge, qui n'a jamais eu besoin de la moindre tézéra, puisse l'agacer. Le risque que son nom soit tiré au sort est bien mince comparé à ceux d'entre nous qui vivent dans la veine. Pas inexistant, mais mince. Et même si les règles sont fixées par le Capitole et non pas par les districts, c'est encore moins par la famille de Madge, et il est difficile de ne pas en vouloir aux privilégiés, du système. Gail sait que sa colère se trompe de cible. L'autre jour, dans la forêt, je l'ai écouté pester longuement contre les tézérés, et qui ne serait qu'un instrument de plus pour semer la discorde au sein de nos districts. Un moyen d'alimenter la haine entre les mineurs affamés de la veine et ceux qui ont de quoi dîner tous les soirs, afin de s'assurer que les uns et les autres ne puissent jamais s'entendre. Le Capitole a tout intérêt à entretenir nos divisions, dirait peut-être Gail, si personne ne risquait de nous écouter. Si ce n'était pas le jour de la moisson, si une fille avec une broche en or et sans tézéra n'avait pas lâché un commentaire malheureux, dont je suis persuadée qu'il était sans malice. Tout en marchant,
Je glisse un coup d'œil vers Gale, lequel continue de fulminer sous son air impassible. Sa colère me paraît futile, mais je ne dis rien. Non pas que je ne suis pas d'accord avec lui. Je le suis. Mais à quoi bon crier contre le Capitole au milieu de la forêt? Cela ne changera rien. Cela ne rendra pas le système plus juste. Cela ne remplira pas nos estomacs. Ça fera plutôt fuir le gibier. Je le laisse crier néanmoins. Mieux vaut qu'il le fasse dans les bois qu'en pleine rue. Gale et moi partageons notre butin, soit 2 poissons, 2 tranches de pain, quelques légumes, un quart de fraise, un peu de sel, de paraffine et d'argent pour chacun. À tout à l'heure sur la plage. Sur la place, lui dis-je. Mets-toi sur ton 31, répond-il sèchement. Chez moi, je retrouve ma mère et ma sœur enfin prêtes. Maman a passé une jolie robe du temps de la pharmacie. Prime porte la tenue de ma première moisson, une jupe avec un chemisier à jabot. Elle est un peu grande pour elle, mais maman l'a resserrée avec des épingles. Même ainsi, ma sœur a déjà du mal à empêcher le chemisier de pendre dans son dos. Elles m'ont préparé une baignoire d'eau chaude. Je me débarrasse de la terre et de la sueur ramassée dans les bois, et je me lave même les cheveux. À ma grande surprise, maman a sorti une de ses robes à mon intention. Très jolie, bleue, avec des chaussures assorties. Tu es sûre, je lui demande. J'essaye de ne plus rejeter systématiquement son aide. À une époque, j'étais si en colère que je ne voulais rien accepter d'elle. Cette fois, il s'agit de quelque chose de spécial. Ses habits d'autrefois sont précieux pour elle. Oui. On va aussi s'occuper de tes cheveux, dit-elle. Je la laisse me sécher les cheveux et les remonter en tresses sur ma tête. Je me reconnais à peine dans le miroir fendu appuyé contre le mur. Tu es drôlement belle, souffle Prime, intimidée. Méconnaissable, dis-je. Je la serre dans mes bras parce que je sais que les prochaines heures seront terribles pour elle. Sa première moisson. Elle ne risque pratiquement rien, son nom n'a été inscrit qu'une fois. Je n'ai pas voulu qu'elle prenne la moindre Tézéré. En revanche, elle s'inquiète pour moi. Elle redoute l'impensable. Je protège Prime autant que je le peux, mais je suis impuissante face à la moisson. L'angoisse que je ressens chaque fois que ma sœur tombe malade me noue la gorge, menace de s'afficher sur mon visage. Je remarque le dos de son chemisier, encore une fois sorti de la jupe, et je m'astreins au calme. Rentre ta queue, petit canard, lui dis-je en glissant le chemisier à l'intérieur de la jupe. Prime glousse. Coin, coin, fait-elle. Coin toi-même. Je réponds avec un rire léger. Le genre de rire que Prime est la seule à savoir m'arracher. Allez, passons à table, dis-je en plantant un baiser sur son crâne. Le poisson et les légumes sont déjà en train de mijoter en ragoût, mais ce sera pour ce soir. Nous décidons de garder les fraises et le pain du boulanger pour le dîner, afin de marquer l'occasion. En attendant, nous déjeunons du lait de chèvre de Prime, Lady, du lait de la chèvre de Prime, Lady, et du pain dur obtenu avec le blé des Tézérés. Personne n'a beaucoup d'appétit, de toute façon. À 1h pile, nous prenons la direction de la grande place. La participation est obligatoire, à moins de se retrouver aux portes de la mort. Ce soir, les autorités passeront vérifier si c'est bien le cas. Sinon, on vous jettera en prison. C'est dommage, vraiment, que la moisson se tienne sur la grande place, l'un des rares endroits agréables du district 12. Elle est bordée de boutiques, et les jours de marché, surtout quand il fait beau, il y flotte comme un air de vacances. Mais aujourd'hui, en dépit des bannières éclatantes accrochées aux immeubles, l'atmosphère est lugubre. Les équipes de tournage, perchées comme des busards au sommet des toits, soulignent encore plus cette impression. Les gens font la queue en silence et signent le registre. La moisson est aussi l'occasion pour le Capitole de procéder à un recensement. Les enfants de 12 à 18 ans sont regroupés par tranche d'âge, dans un secteur délimité par des cordons. Les plus vieux devant, les plus jeunes comme Prime vers le fond. Les membres de leur famille se pressent sur le périmètre en se tenant très fort par la main. D'autres, dont les proches ne sont pas menacés, ou qui semblent indifférents au sort des leurs, se glissent au premier rang et prennent les paris sur les 2 malheureux qui seront désignés. On propose de miser sur leur âge, leur origine, la veine ou la classe commerçante, ou encore de parier s'ils s'effondreront en larmes à l'annonce de leur nom. La plupart des gens déclinent ces offres, mais doucement, poliment. Ces bookmakers sont souvent des informateurs, et qui n'a jamais enfreint la loi? On pourrait m'exécuter chaque jour pour braconnage si je n'étais pas couverte par l'appétit des responsables. Tout le monde ne peut pas en dire autant. De toute façon, Gale et moi sommes d'accord. Entre crever de faim et recevoir une balle dans la tête, mieux vaut une mort rapide. La foule se fait plus dense, plus oppressante, à mesure que les gens arrivent.
La grande place est vaste, mais quand même pas au point d'accueillir les quelques 8000 habitants du district. Les retardataires se pressent dans les rues adjacentes où ils pourront suivre l'événement sur l'écran géant, car l'État en assure la retranscription en direct. Je me retrouve au milieu d'un groupe de jeunes gens de la veine de 16 ans. Nous échangeons des hochements de tête anxieux avant de tourner notre regard vers l'estrade, érigée devant l'hôtel de justice. Elle soutient 3 fauteuils, un podium ainsi que 2 grandes boules en verre, l'une pour les garçons et l'autre pour les filles. Je fixe les papiers pliés dans la boule pour les filles. Sur 20 d'entre eux se trouve inscrit le nom de Katniss Everdeen, d'une écriture soignée. 2 des fauteuils sont occupés par le père de Madge, le maire Undersea, grand, le crâne dégarni, et par Effie Trinket, l'hôtesse du district 12, fraîchement débarquée du Capitole, avec son sourire d'une blancheur effrayante, ses cheveux roses et son tailleur vert pomme. Ils échangent des mèches basses en lorgnant le siège vide d'un air soucieux. Quand l'horloge de la ville sonne 2 heures, le maire s'avance vers le podium et entame son discours. C'est le même chaque année. Il rappelle l'histoire de Panem, le pays qui se relevait des cendres de ce qu'on appelait autrefois l'Amérique du Nord. Il énumère les catastrophes naturelles, sécheresses, ouragans, incendies, la montée des océans qui a englouti une si grande partie des terres, la guerre impitoyable pour les maigres ressources restantes. Voilà d'où vient Panem, un Capitole rayonnant bordé de 13 districts qui a apporté la paix et la prospérité à ses concitoyens. Puis sont venus les jours obscurs, le soulèvement des districts contre le Capitole, 12 ont été vaincus, le 13e a été éliminé. Le traité de la trahison nous a accordé de nouvelles lois pour garantir la paix et pour rappeler chaque année que les jours obscurs ne devraient pas se reproduire. Il nous a donné les Hunger Games. Les règles des Hunger Games sont simples. Pour les punir du soulèvement, chacun des 12 districts est tenu de fournir un garçon et une fille, appelés tribus. Les 24 tribus sont lâchées dans une immense arène naturelle, pouvant contenir n'importe quel décor, du désert suffocant à la toundra glaciale. Ils s'affrontent alors jusqu'à la mort durant plusieurs semaines. Le dernier survivant est déclaré vainqueur. Arracher les enfants à leur district, les obliger à s'entretuer sous les yeux de la population, c'est ainsi que le Capitole nous rappelle que nous sommes entièrement à sa merci et que nous n'aurions aucune chance de survivre à une nouvelle rébellion. Quelles que soient les paroles, le message est clair. Regardez, nous prenons vos enfants, nous les sacrifions, et vous ne pouvez rien. Si vous leviez ne serait-ce que le petit doigt, nous vous éliminerions jusqu'au dernier, comme nous l'avons fait pour le district 13. Pour ajouter l'humiliation à la torture, le Capitole nous impose de considérer les Jeux comme un spectacle, un événement sportif opposant les districts les uns aux autres. Le vainqueur rentre chez lui pour mener une vie facile et son district est inondé de cadeaux, principalement sous la forme de nourriture. Chaque année, le Capitole nous montre les généreuses allocations de blé et d'huile, parfois même de sucre, attribuées au district vainqueur, tandis que les autres continueront à lutter contre la famine. C'est à la fois le temps du repentir et le temps de la gratitude, entonne le maire. Puis il annonce la liste des vainqueurs du district 12. En 74 ans, il n'y en a eu que 2. Un seul est toujours en vie, Amy Chabernati, un quadragénaire ventripotent qui apparaît à l'instant en grommelant des propos inintelligibles. On le voit grimper en titubant sur l'estrade et s'écrouler sur le 3e fauteuil. Il a bu, beaucoup. La foule l'accueille par quelques applaudissements symboliques, mais il se méprend et tente de serrer dans ses bras Effie Trinket, qui parvient à esquiver de justesse. Le maire a l'air embêté. L'événement est retranscrit en direct. Le district 12 est maintenant la risée de Panem et il le sait. Il s'efforce de ramener rapidement l'attention générale sur la moisson en présentant Effie Trinket. Plus gaie et pimpante que jamais, Effie Trinket s'avance à petits pas jusqu'au podium et lance son traditionnel « Joyeux Hunger Games !» et puisse le sort vous être favorable. Ses cheveux roses sont sûrement une perruque, car ses boucles sont légèrement de travers depuis qu'Amy a essayé de la prendre dans ses bras. Elle s'étend un peu sur la fierté qu'elle éprouve à se trouver là, même si tout le monde sait bien qu'elle n'espère qu'une chose, être promue dans un meilleur district, avec des vainqueurs dignes de ce nom, et non pas des ivrognes qui vous embarrassent devant la nation entière. À travers la foule, je repère Gale. Il me fait un mince sourire. Au moins, cette moisson-ci a quelque chose de drôle.
Mais soudain, je pense à Gale et aux 42 papiers pliés qui portent son nom dans la grosse boule de verre, et je me dis que le sort ne lui est pas du tout favorable. Beaucoup moins qu'à la plupart des garçons. Et peut-être pense-t-il la même chose à mon sujet, car son visage s'assombrit, et il tourne la tête. Il y a quand même plusieurs milliers de petits papiers, voudrais-je pouvoir lui glisser à l'oreille. C'est le moment de procéder au tirage. Effie Trinket annonce comme elle le fait toujours « Les dames d'abord !» Elle s'avance vers la grosse boule qui contient les noms des filles. Elle enfonce profondément le bras dans la masse de papier et en tire un sans regarder. La foule retient son souffle. On pourrait entendre voler une mouche. Je me sens mal et je prie désespérément pour que ce ne soit pas moi. Pas moi, pas moi. Effie Trinket retourne vers le podium, déplie le papier et lit le nom à voix haute. Ce n'est pas le mien, c'est celui de Primrose Everdeen. Un jour, alors que je guettais le passage du gibier, caché dans un arbre, je me suis assoupie et j'ai fait une chute de 3 mètres avant d'atterrir sur le dos. C'était comme si l'impact avait chassé tout l'air de mes poumons. Je suis restée allongée là, m'efforçant d'inhaler, d'exhaler, de faire quelque chose. Voilà ce que je ressens à ce moment. Je tâche de me souvenir de respirer, incapable de parler, totalement abasourdie, tandis que le nom résonne dans mon crâne. Quelqu'un me serre le bras, un garçon de la veine, comme si j'avais commencé à défaillir et qu'il m'avait retenue. Il doit s'agir d'une erreur. Ce n'est pas possible. Le papier de Prime s'était enfoui parmi des milliers d'autres. Le risque qu'elle soit désignée était si mince que je ne m'étais même pas inquiétée pour elle. Et pourtant, j'ai pourtant fait ce qu'il fallait. J'ai pris les thésérés, refusé qu'elle le fasse. Un seul papier, un seul parmi des milliers. Le sort lui était on ne peut plus favorable, et ça n'a fait aucune différence. Quelque part, très loin, j'entends la foule gronder comme elle le fait toujours quand un enfant de 12 ans est choisi, parce que tout le monde trouve ça injuste. Et puis je la vois, blanche comme un linge, les poings crispés qui s'avancent avec raideur vers l'estrade, me dépassent, et je vois le dos de son chemisier qui pend par-dessus sa jupe. C'est ce petit détail, ce coin de tissu formant une queue de canard qui me ramène à la réalité. « Prime !» je crie d'une voix étranglée, tandis que mes muscles se remettent à fonctionner. « Prime !» Je n'ai pas besoin de me frayer un chemin à travers la foule. Les autres enfants s'écartent immédiatement, m'ouvrant un passage jusqu'à l'estrade. Je rattrape Prime alors qu'elle s'apprête à gravir les marches. D'un geste du bras, je la repousse derrière moi. « Je suis volontaire !» m'écriai-je. « Je me porte volontaire comme tribu !» Voilà qui provoque une certaine confusion sur l'estrade. Le district 12 n'a jamais connu de volontaires depuis des décennies, et le protocole est quelque peu rouillé. Quand un tribut est désigné par le sort, la règle autorise un autre enfant à le remplacer tant qu'il est éligible et du même sexe. Dans certains districts, où remporter la moisson est considéré comme un immense honneur, beaucoup sont prêts à risquer leur vie, et le processus peut se révéler compliqué. Mais dans le district 12, où le mot tribu rime souvent avec vaincu, les volontaires sont une espèce disparue depuis longtemps. « C'est trop chou !» minaude Effie Trinket. « Mais je crois qu'en principe, on doit d'abord annoncer le vainqueur de la moisson, puis demander s'il y a des volontaires, et ensuite seulement, si quelqu'un se propose, Elle hésite, visiblement peu sûre d'elle. « Quelle importance !» intervient le maire. Il me regarde avec une expression navrée. Il ne me connaît pas vraiment, mais je vois qu'il se souvient de moi. Je suis la fille qui lui apporte les fraises, avec laquelle sa propre fille discute de temps en temps. Celle qui, 5 ans plus tôt, s'est tenue devant lui, entre sa mère et sa sœur, quand il lui a présenté à elle, l'aînée de la famille, la médaille du courage. Une médaille posthume pour son père, volatilisée dans une mine. Se souvient-il de cela ? Quelle importance, répète-t-il d'une voix bourrue. Qu'elle s'avance donc. Prime pousse des hurlements hystériques derrière moi. Elle m'enserre comme un étau avec ses petits bras osseux. Non, Katniss, non, tu ne peux pas. Prime, lâche-moi, lui dis-je brutalement, parce que je suis bouleversée et que je ne veux surtout pas pleurer. Car lors de la rediffusion des meilleurs moments de la moisson, ce soir, tout le monde remarquerait mes larmes et je serais désignée comme une proie facile, une pleurnicharde. Je ne donnerai cette satisfaction à personne. Lâche-moi. Je sens qu'on l'arrache à moi. Je me retourne et je vois Gale qui l'a soulevé du sol. Et Prime qui se débat entre ses bras. « Vas-y, Katnip, » dit-il d'une voix qui s'efforce de maîtriser. Puis, il emporte Prime vers ma mère.
Je redresse le buste et gravis les marches. Eh bien bravo s'écrie Effie Trinket. C'est l'esprit des jeux. Elle semble heureuse d'avoir enfin un district où il se passe quelque chose. Comment t'appelles-tu? J'avale ma salive. Katniss Everdeen. Je parie qu'il s'agissait de ta petite sœur. Tu ne voulais pas te laisser voler la vedette, hein? Allez tout le monde, je vous demande d'applaudir bien fort notre nouveau tribut. Mais, et j'en serai éternellement reconnaissante aux gens du district 12, personne n'applaudit. Pas même parmi ceux qui prennent les paris, ceux qui d'ordinaire se moquent bien de ce genre de choses. Peut-être parce qu'ils m'ont vu à la plaque, ou ont connu mon père, ou rencontré Prime que tout le monde adore. De sorte qu'au lieu de recevoir des applaudissements, je reste là, immobile, pendant qu'ils affichent leur désapprobation de la manière la plus courageuse, par le silence. Qui signifie que nous ne sommes pas d'accord, que nous n'excusons rien, que tout cela est mal. Il arrive alors quelque chose d'inattendu. Pour moi, en tout cas, parce que je ne pensais pas pouvoir compter sur le district 12. Mais il s'est produit un changement quand je me suis avancée pour prendre la place de Prime. Et on dirait désormais que je suis devenue quelqu'un de précieux. Une personne, puis deux, puis quasiment toute la foule porte les 3 doigts du milieu de la main gauche à ses lèvres, avant de les tendre vers moi. C'est un vieux geste de notre district, rarement utilisé, qu'on voit parfois lors des funérailles. Un geste de remerciement, d'admiration, d'adieu à ceux que l'on aime. Me voilà maintenant au bord des larmes, mais heureusement, Amy choisit ce moment pour traverser l'estrade en titubant, afin de me congratuler. Oh, regardez-la! Oh, regardez cette fille! Braille-t-il, en m'attrapant par les épaules. Il a une force étonnante pour une épave pareille. Elle me plaît! Son haleine empeste l'alcool et son dernier bain doit remonter à longtemps. Elle a des... Il hésite un instant sur le mot. Des tripes! Achève-t-il avec un accent triomphal. Plus que vous! Il me lâche et s'approche du bord de l'estrade. Plus que vous tous! Crie-t-il en pointant le doigt vers la caméra. S'adresse-t-il aux spectateurs ou bien est-il sourd au point d'insulter le Capitole? Je ne le saurai jamais, car, alors même qu'il ouvre la bouche pour développer son propos, Emmidge dégringole de l'estrade et tombe par terre, assommé. Il a beau être pathétique, je lui suis reconnaissante. Grâce aux caméras qui broquent sur lui un œil narquois, j'ai juste le temps de lâcher un petit sanglot que j'avais dans la gorge et de reprendre mon sang-froid. Je croise les mains derrière le dos et je fixe mon regard au loin. J'aperçois les collines que j'ai gravies ce matin en compagnie de Gale. Pendant un moment, j'éprouve une pointe de regret, à l'idée que nous aurions pu fuir le district, disparaître dans la forêt. Mais je sais que j'ai eu raison de rester, car qui d'autre se serait porté volontaire pour Prime? On emporte Haymitch sur une civière et Effie Trinket tente de réchauffer l'ambiance. Quelle journée incroyable! Roucoule-t-elle en essayant de redresser sa perruque, qui penche sérieusement sur la droite. Mais nous n'avons pas encore terminé. Il est temps de choisir notre tribut masculin. Ses cheveux glissent. Dans l'espoir de sauver la situation, elle les plaque sur la tête, marche jusqu'à la boule contenant le nom des garçons et attrape le premier papier qui lui tombe sous la main. Elle s'empresse alors de regagner le podium, et je n'ai même pas le temps de prier pour Gale qu'elle annonce déjà le nom. Peeta Mellark! Peeta Mellark. Oh non, ai-je pensé. Pas lui. Parce que je connais ce nom, même si je ne lui ai jamais parlé directement, à celui qu'il désigne. Peeta Mellark. Décidément, le sort ne m'est pas favorable aujourd'hui. Je le regarde s'approcher de l'estrade. Taille moyenne, trapu, les cheveux blonds cendrés qui ondulent sur le front. Le choc de l'annonce s'affiche sur son visage. On voit qu'il lutte pour demeurer impassible, mais ses yeux bleus trahissent la même frayeur que celle que j'ai vue si souvent dans les yeux du gibier. Pourtant, il grimpe sur l'estrade d'un pas ferme et prend sa place. Effie Trinket demande s'il y a des volontaires, mais personne ne s'avance. Il a 2 frères aînés, je le sais, je les ai vus à la boulangerie, mais l'un d'eux est probablement trop âgé désormais pour se porter volontaire, et l'autre ne le fera pas. C'est normal, la dévotion familiale montre ses limites le jour de la moisson. Ma réaction était tout à fait exceptionnelle. Le maire entame la longue et fastidieuse lecture du traité de la trahison, comme il le fait chaque année à ce stade. C'est la loi, mais je n'en écoute pas un mot. Pourquoi lui, me dis-je? Je tente de me convaincre que cela n'a pas d'importance. Peeta Mellark et moi ne sommes pas amis. Pas même voisins. Nous ne nous sommes jamais adressé la parole.
Notre seule rencontre remonte à quelques années. Il a probablement oublié. Moi pas, cependant, et je sais que je ne l'oublierai jamais. C'était durant la pire période. Mon père était mort 3 mois plus tôt, dans ce coup de grisou, au cours du mois de janvier le plus froid qu'on ait jamais connu. L'engourdissement du premier choc étant passé, et la douleur de sa perte me frappait n'importe où, me pliait en deux, le corps secoué de sanglots. Où es-tu m'écriai-je dans ma tête. Pourquoi es-tu parti? Mais bien sûr, je n'avais aucune réponse. Le district nous avait remis une petite somme d'argent à titre de compensation, de quoi couvrir le mois de deuil, à l'issue duquel on attendait de notre mère qu'elle reprenne le travail. Sauf qu'elle n'en a rien fait. Elle n'a rien fait du tout, sinon rester assise sur une chaise, ou le plus souvent pelotonnée dans son lit, sous les couvertures, le regard perdu dans le vague. De temps en temps, elle remuait, se redressait brusquement, puis retombait dans la prostration. Les supplications de Prime ne semblaient la laisser indifférente. J'étais terrifiée. Aujourd'hui, je suppose que ma mère était en quelque sorte prisonnière de sa tristesse. Mais sur le moment, je voyais seulement que je ne pouvais plus compter sur aucun de mes deux parents. À 11 ans, alors que Prime n'en avait que 7, j'ai pris notre famille en charge. Je n'avais pas le choix. J'ai acheté à manger au marché, j'ai préparé nos repas du mieux que je pouvais, tout en veillant à ce que Prime et moi restions présentables. Car si l'on avait su que notre mère n'était plus en état de s'occuper de nous, le district nous aurait retiré notre garde et nous aurait confiés au foyer communal. J'avais grandi au contact de tels enfants à l'école. Leur tristesse, les marques de coups sur leur visage, le désespoir qui leur voûtait les épaules, pas question qu'une chose pareille arrive à Prime. La gentille petite Prime qui fondait en larmes dès qu'elle me voyait pleurer, sans même connaître la raison, qui brossait les cheveux de notre mère avant notre départ à l'école, qui continuait à nettoyer tous les soirs le miroir devant lequel se rasait notre père, parce qu'il avait horreur de la poussière de charbon qui se déposait partout dans la veine. Le foyer communal l'aurait broyé comme un rien. Alors je gardais le secret de nos soucis. L'argent a fini par s'épuiser et nous avons commencé à dépérir. Il n'y a pas d'autre mot. Je n'arrêtais pas de me dire que si je pouvais tenir jusqu'en mai, j'aurais alors 12 ans, je pourrais signer pour les Tézérés et obtenir le blé et cette huile tant convoitée. Mais il restait encore plusieurs semaines. Nous serions peut-être mortes, d'ici là, toutes les trois. Mourir de faim n'a rien de rare dans le district 12. Qui n'en a jamais vu les victimes? Des vieux trop faibles pour travailler, des enfants d'une famille comptant trop de bouches à nourrir, des gens devenus invisibles dans la mine, invalides dans la mine, qui se traînent dans les rues. On les retrouve un beau jour, affalés contre un mur ou étendus dans le pré, à moins que l'on entende juste sangloter dans une maison. On appelle alors les pacificateurs pour enlever le corps. La faim n'est jamais la cause officielle du décès, c'est toujours la grippe, le froid, la pneumonie. Mais cela ne trompe personne. L'après-midi, je me retrouve avec Pita Melark. Non. L'après-midi de ma rencontre avec Pita Melark, une pluie glaciale traversait la tombée à verse. Je vais faire une pause. L'après-midi de ma rencontre avec Pita Melark, une pluie glaciale tombait à verse. J'étais sortie vendre les vieux vêtements de bébé de Prime sur le marché, mais n'avais trouvé aucun preneur. Et même si j'avais déjà accompagné mon père plusieurs fois à la plaque, j'avais bien trop peur pour me rendre seule dans cet endroit lugubre. La pluie avait détrempé la veste de chasse de mon père et j'étais glacée jusqu'aux os. Depuis 3 jours, nous n'avalions plus que de l'eau chaude avec quelques feuilles de menthe que j'avais trouvées au fond d'un placard. À la fermeture du marché, je tremblais si fort que j'en avais lâché mes vêtements de bébé dans une flaque de boue. Je ne les avais pas ramassés. Je craignais de trébucher et d'être incapable de me relever. De toute façon, personne n'en voulait de ces habits. Je ne pouvais pas retourner à la maison. Parce qu'à la maison m'attendait ma mère avec ses yeux éteints, ma petite sœur avec ses joues creuses et ses lèvres gercées. Dans la pièce enfumée, à cause du bois humide que je ramassais à la lisière de la forêt, depuis que nous étions à court de charbon, je ne pouvais pas rentrer les mains vides. Je me suis retrouvée à patauger dans une ruelle boueuse, derrière les boutiques destinées à la frange aisée de la population. Les marchands vivaient au-dessus de leur commerce, de sorte que je me tenais, pour ainsi dire, dans leur arrière-cour. Je me souviens des jardins en friche, une chèvre ou deux dans un enclos, un chien trempé de pluie attaché à un piquet, couché dans la boue, comme
comme une âme en peine. Le vol est strictement interdit dans le district 12, passible de la peine de mort. Mais l'idée m'est venue que la loi ne s'appliquait pas au contenu des poubelles, dans lesquelles je trouverais peut-être quelque chose. Un os derrière la boucherie, des légumes pourris derrière l'épicerie, des restes que seule ma famille serait capable et suffisamment désespérée pour manger. Malheureusement, le ramassage des ordures venait d'avoir lieu. Au niveau de la boulangerie flottait une odeur de pain frais, si forte que j'en ai eu le vertige. Les fours donnaient derrière, et une lumière dorée s'échappait de la porte ouverte de la cuisine. Je suis restée là, fascinée par la chaleur et l'arôme capiteux, jusqu'à ce que la pluie s'en mêle et que mes doigts glacés au creux de mon dos me ramènent jusqu'à ce que la pluie s'en mêle et que ses doigts glacés au creux de mon dos me ramènent à la réalité. J'ai soulevé le couvercle de la poubelle, elle était vide, impitoyablement vide. Une voix brutale m'a soudainement aboyé dessus. J'ai relevé la tête pour découvrir la femme du boulanger. Elle me criait de déguerpir si je ne voulais pas qu'elle appelle les pacificateurs, et qu'elle en avait assez de surprendre ces sales gamins de la veine fouillés dans ses ordures. Dures paroles auxquelles je n'avais rien à répondre. Alors que je reposais le couvercle et battais en retraite, je l'ai vu, un jeune garçon aux cheveux blonds qui m'observait dans le dos de sa mère. Je l'avais aperçu à l'école. Il était dans la même classe que moi, mais j'ignorais son nom. Il était toujours fourré avec les enfants de la ville. Comment l'aurais-je connu ? Sa mère est retournée à l'intérieur en fulminant, mais il avait dû me voir contourner l'enclos de leur cochon et m'adosser au tronc d'un vieux pommier. J'ai fini par me résigner à l'idée de rentrer bredouille. Mes genoux m'ont trahi et je me suis laissé glisser au sol le long du tronc. C'en était trop. Je me sentais mal, faible et fatiguée. Oh, si fatiguée. Qu'on appelle donc les pacificateurs et qu'on nous amène au foyer communal, ai-je pensé. Ou mieux encore, que je crève ici même, sous la pluie. Des bruits sont sortis de la boulangerie. J'ai entendu la femme hurler de plus belle, puis un bruit de coups, et je me suis demandé vaguement ce qui se passait. Des pas ont clapoté vers moi dans la boue, et je me suis dit, c'est elle. Elle vient me chasser à coups de bâton. Je me trompais cependant. C'était le garçon. Il tenait dans ses bras 2 grosses miches qu'il avait dû faire tomber dans le feu, à en juger par leur croûte noircie. « Jette-les donc au cochon, crétin !» a hurlé sa mère. « À qui veux-tu vendre ce pain brûlé ?» Il a arraché quelques morceaux calcinés qu'il a lancés dans l'enclos, puis le carillon de la porte d'entrée a tinté, et la mère a disparu pour servir un client. Le garçon ne m'a pas accordé un regard. Moi, en revanche, je l'observais, à cause du pain, à cause de la marque rouge sur sa pommette. Avec quoi l'avait-elle frappé ? Mes parents ne m'avaient jamais battue. C'était inimaginable pour moi. Le garçon a jeté un coup d'œil derrière lui, comme pour s'assurer que la voie était libre, puis, se retournant vers le cochon, il a lancé l'une des miches dans ma direction. La seconde a aussitôt suivi, après quoi il a regagné la boulangerie en refermant soigneusement la porte de la cuisine derrière lui. J'ai fixé les miches avec incrédulité. Elles étaient très bien, parfaites même, à part la croûte brûlée. Avait-il voulu me les offrir ? Sans doute, parce qu'elles gisaient à mes pieds. Avant qu'on me surprenne, je les ai fourrées sous ma chemise et j'ai refermé les pans de ma veste de chasse et déguerpi promptement. La chaleur des pains me brûlait la peau, mais je les ai serrés encore plus fort, comme on se cramponne à la vie. Le temps que je rentre, les miches avaient un peu refroidi, mais elles restaient tièdes à l'intérieur. En me voyant les poser sur la table, Prime a tout de suite voulu en prendre un morceau. Je l'ai obligée à s'asseoir, j'ai forcé ma mère à nous rejoindre à table et je nous ai versé du thé chaud. J'ai gratté la croûte noircie, puis coupé le pain. Nous avons dévoré une miche entière, tranche après tranche. C'était de l'excellent pain, aux raisins et aux noix. J'ai étendu mes vêtements près du feu, je me suis glissée dans le lit et je me suis endormie, d'un sommeil sans rêve. C'est seulement le lendemain matin que m'est venue l'idée que le garçon avait pu brûler ses pains exprès. Peut-être les avait-il lâchés dans le feu, sachant qu'il serait puni pour me les donner ensuite. Mais non, c'était forcément un accident. Pourquoi aurait-il agi ainsi ? Il ne me connaissait même pas. Malgré tout, le seul fait de me les avoir lancés constituait déjà un sacré cadeau, qui lui vaudrait sûrement une correction sévère si on l'apprenait. Je ne m'expliquais pas son comportement. Nous avons encore mangé du pain au petit déjeuner et nous sommes partis pour l'école. On aurait dit que le printemps était arrivé dans l'espace d'une nuit. L'air était tiède et parfumé, les nuages paraissaient floconneux. À l'école, j'ai croisé le garçon dans le couloir. Sa joue était enflée et il avait un œil au bord noir.
Il se trouvait en compagnie de ses amis et il n'a pas semblé me remarquer. Mais en passant chercher Prime pour rentrer chez nous cet après-midi-là, je l'ai vu qui m'observait de l'autre côté dans la cour. Nous nous sommes regardés une seconde, puis il a tourné la tête. J'ai baissé les yeux, gênée, et là, j'ai vu le premier pissenlit de l'année. J'ai eu un déclic. J'ai repensé aux heures passées dans les bois avec mon père, j'ai su comment nous allions nous en sortir. Aujourd'hui encore, je ne peux m'empêcher de faire le lien entre ce garçon, Pita Melark, le pain qu'il m'a donné, et l'espoir, et le pissenlit qui m'a rappelé que je n'étais pas condamnée. Plus d'une fois dans le couloir de l'école, je l'ai surpris qui regardait dans ma direction, avant de se retourner aussitôt. J'ai la sensation d'avoir une dette envers lui, ce que je déteste. Peut-être que si j'avais pu le remercier, je me sentirais moins mal aujourd'hui. J'ai voulu le faire parfois, mais je n'ai jamais trouvé le bon moment. Ce moment ne se représentera plus jamais. Parce qu'on va nous lâcher dans une arène, afin que nous nous y affrontions jusqu'à la mort. Je vois mal comment glisser un merci là-dedans. Ça n'aura pas l'air sincère si je m'efforce en même temps de lui trancher la gorge. Le maire achève son interminable traité de la trahison et nous fait signe de nous serrer la main. Celle de Pita est chaude et ferme, comme du bon pain. Il me regarde droit dans les yeux et j'ai l'impression qu'il presse mes doigts avec douceur pour me rassurer. Peut-être s'agit-il d'un spasme nerveux. Nous nous retournons vers la foule, tandis que retentit l'hymne de Panem. Oh, et puis zut, me dis-je, nous serons quand même 24. Avec un peu de chance, quelqu'un d'autre l'éliminera pour moi. Il est vrai que la chance n'a pas l'air de mon côté ces derniers temps. Dès l'instant où l'hymne prend fin, nous sommes placés en détention. Je ne veux pas dire qu'on nous met des menottes, ni rien de ce genre, mais un groupe de pacificateurs nous escorte à l'intérieur de l'hôtel de justice. Peut-être que des tribus ont tenté de s'échapper autrefois, même si ça ne s'est jamais produit de mon vivant. Une fois à l'intérieur, on me conduit dans une pièce et on m'y laisse seule. C'est l'endroit le plus luxueux qu'il m'ait été donné de voir, avec des tapis moelleux, un canapé en velours et des fauteuils. Je sais reconnaître le velours parce que ma mère possède une robe avec un col de cette étoffe. En prenant place sur le canapé, je ne peux m'empêcher de le caresser à plusieurs reprises. Ça m'aide à me calmer, tandis que je me prépare à l'heure qui va suivre. Le temps alloué aux tribus pour faire les adieux à leurs proches. Je ne peux pas me permettre d'avoir l'air bouleversé, de ressortir de cette pièce avec les yeux gonflés et le nez rouge. Pleurer m'est interdit. Il y aura d'autres caméras à la gare. Ma sœur et ma mère sont les premières à entrer. Je tends les bras à Prime, elle grimpe sur mes genoux, les bras autour de mon cou, la tête contre mon épaule, comme quand elle était encore gamine. Ma mère s'assied à côté de nous et nous entoure de ses bras. Pendant de longues minutes, personne ne dit rien. Ensuite, je commence à leur énumérer tout ce qu'elles devront faire, vu que je ne serai plus là pour m'en charger. Prime ne doit pas prendre de théséré. Si elles font attention, elles s'en sortiront en vendant le lait et le fromage de chèvre de Prime, et grâce au petit commerce pharmaceutique que tient ma mère pour les habitants de la Veine. Gay, lui, trouvera les herbes qui poussent pas dans son jardin, mais il faudra se montrer très précise en les lui décrivant, car il ne les connaît pas aussi bien que moi. Il leur apportera également du gibier. Lui et moi avons passé un pacte en ce sens il y a plus d'1 an désormais. En leur réclamant et ne leur réclamera vraisemblablement rien en échange, mais ce serait bien qu'elle le remercie d'une manière ou d'une autre, par exemple avec du lait ou des remèdes. Je ne conseille pas à Prime de se mettre à chasser. J'ai essayé de lui apprendre une fois ou deux, avec un résultat désastreux. La forêt la terrorise, et lorsque j'abattais une proie, elle se mettait à pleurer, à dire que nous pourrions peut-être la sauver en la ramenant très vite à la maison. Comme elle se débrouille bien avec sa chèvre, je me concentre là-dessus. Après leur avoir donné des instructions concernant le bois de chauffage, le troc, j'ai insisté sur la nécessité de rester à l'école. Je me tourne vers ma mère et lui empoigne le bras avec force. « Écoute-moi, tu m'écoutes ?» Elle acquiesce, alarmée par l'intensité de mon regard. Elle doit sentir ce qui va suivre. Pas question de se dérober encore une fois. Maman baisse les yeux au sol. Je sais, ça n'arrivera pas. C'était malgré moi, Eh bien, il s'agira d'être forte, d'être plus forte cette fois-ci. Tu ne peux pas t'effondrer et laisser Prime livrée à elle-même. Je ne serai plus là pour vous garder en vie toutes les deux.
Peu importe ce qui arrive, peu importe ce que vous voyez à l'écran, je veux que tu me promettes de te battre pour vous en sortir. » Je hausse le ton malgré moi. Dans ma voix vibre toute la colère, toute la frayeur que j'ai pu éprouver durant son abandon. Elle dégage son bras et se défend. « J'étais malade. J'aurais pu me soigner si j'avais eu les remèdes que je possède aujourd'hui. » Il y a peut-être du vrai là-dedans. Je l'ai vu depuis soigner des gens qui souffraient eux aussi d'une langueur paralysante. C'est peut-être une maladie, mais que nous ne pouvons pas nous permettre. « Dans ce cas, prends-les et veille sur elles, dis-je. Ne t'en fais pas pour moi, Katniss, m'assure Prime en me prenant le visage entre les mains. Pense plutôt à toi. Tu es rapide et courageuse. Peut-être que tu peux gagner. Je ne peux pas gagner. Prime le sait sûrement au fond d'elle. La compétition dépasse largement mes capacités. Des enfants issus des districts mieux lotis, où gagner est un immense honneur, s'entraînent depuis toujours en vue de cet événement. Des garçons 2 à 3 fois plus forts que moi, des filles qui connaissent 20 manières de tuer avec un couteau. Oh, il y aura aussi des gens comme moi, des adversaires à éliminer, avant que les choses sérieuses ne commencent pour de bon. Peut-être, dis-je, parce que je peux difficilement demander à ma mère de s'accrocher si je capitule de mon côté. Par ailleurs, ce n'est pas dans mes habitudes de m'avouer vaincu sans combattre, même quand la situation paraît insurmontable. On deviendrait aussi riche qu'Haymitch. Je me fiche qu'on soit riche, je veux juste que tu reviennes. Tu essayeras, hein? Tu essayeras vraiment, insiste Prime. Vraiment, je te le jure, lui dis-je. Et je sais que, pour Prime, je le ferai. Puis, le pacificateur apparaît dans l'encadrement de la porte, nous fait signe que le temps imparti est écoulé, et on se serre dans les bras à s'étouffer. Je ne trouve rien d'autre à dire que je vous aime toutes les deux. Elles m'en disent autant, puis les pacificateurs les poussent dehors, la porte se referme sur elles. J'enfouis la tête dans les coussins de velours, comme si cela pouvait bloquer tout le reste. Quelqu'un d'autre fait son entrée, et en levant la tête, j'ai la surprise de découvrir le boulanger, le père de Pita Melark. Je n'arrive pas à croire qu'il vienne me rendre visite. Après tout, je chercherai bientôt à tuer son fils. Mais il est vrai qu'on se connaît un peu, et il connaît Prime encore mieux. Quand elle vend ses fromages de chèvre à la plaque, elle lui en met toujours quelquefois 2 de côté. Elle lui en met chaque fois 2 de côté, qu'il lui échange contre une généreuse quantité de pain. Nous attendons toujours que sa sorcière de femme soit occupée ailleurs pour négocier avec lui, car il est beaucoup plus gentil. Je suis à peu près certaine qu'il n'aurait jamais frappé son fils pour ces 2 pains brûlés. Mais pourquoi vouloir me voir ? Le boulanger s'assoit avec gêne sur le bord d'un fauteuil. C'est un homme solide, large d'épaules, avec des cicatrices de brûlures rappelant les années de travail au four. Il a déjà sans doute fait ses adieux à son fils. Il sort un sachet en papier blanc de la poche de son blouson et me le tend. Je l'ouvre et découvre des cookies. Voici un luxe que nous n'avons jamais pu nous offrir. Merci, dis-je. Le boulanger est rarement loquace. Aujourd'hui, il est carrément muet. J'ai mangé l'un de vos pains ce matin. Mon ami Gale vous avez donné un écureuil en échange. Il acquiesce, comme s'il se rappelait de l'écureuil. Je vous ai connu plus dur en affaires. Il hausse les épaules, comme si rien de tout ça n'avait plus d'importance. Je ne trouve rien à ajouter, et nous demeurons silencieux jusqu'au retour du pacificateur. Le boulanger se lève alors, se racle la gorge et dit « Je garderai un œil sur la petite. Je m'assurerai qu'elle mange à sa faim. » Ces mots me soulagent un peu. Les gens traitent avec moi, mais ils aiment Prime. Peut-être l'aimeront-ils suffisamment pour qu'elle reste en vie. Ma visiteuse suivante est tout aussi inattendue. Madge entre et marche droit sur moi, sans larmoyer ni tourner autour du pot. Au contraire, elle parle d'un ton urgent qui me surprend. On te laisse garder un objet personnel dans l'arène, quelque chose qui rappelle ton district. Voudrais-tu porter cela ? Elle me tend la broche en or que j'ai vue sur sa robe ce matin. Je n'y ai pas vraiment fait attention, mais je remarque maintenant qu'elle représente un oiseau en plein vol. Ta broche, dis-je ? Porter un emblème de mon district est bien la dernière de mes préoccupations. Tiens, laisse-moi l'épingler à ta robe, d'accord ? Elle n'attend pas ma réponse, mais se penche et fixe le bijou en place. Promets-moi de la porter dans l'arène, Katniss. C'est promis ? Oui. Des cookies, une broche. Je reçois toutes sortes de cadeaux aujourd'hui. Madge m'en fait un dernier, un baiser sur la joue.
Puis elle disparaît, et me voilà en train de me demander si, après tout, elle n'aurait pas toujours été mon amie. Pour finir, Gale fait son entrée. Peut-être qu'il n'y a pas la moindre romance entre nous, mais quand il ouvre ses bras, je cours m'y blottir. Son corps m'est familier, sa façon de bouger, l'odeur du feu de bois, et même son pouls que j'entends parfois lors de nos périodes d'attente pendant la chasse. Mais c'est la première fois que je le sens vraiment, mince et musclé contre le mien. Écoute, commence-t-il. Te procurer un couteau ne devrait pas poser de difficulté, mais il faut que tu mettes la main sur un arc. C'est ta meilleure chance. Il n'y en a pas toujours, dis-je en me rappelant l'année où les armes fournies aux tribus avaient été d'horribles massues hérissées de pointes. Dans ce cas, fabrique-t'en un, insiste Gale. Un arc de fortune vaudra toujours mieux que pas d'arc du tout. J'ai déjà essayé de reproduire les armes de mon père, sans grand succès. Ce n'est pas si facile. Même lui devrait parfois abandonner et tout recommencer à zéro. Je ne sais même pas s'il y aura du bois. Une autre année, on a largué les concurrents dans un paysage de désolation. Rien que du sable et des rochers, avec quelques épineux. J'avais particulièrement détesté cette année-là. Bon nombre de tribus étaient morts à la suite d'une morsure de serpent, quand la soif ne les avait pas rendus fous. Il y en a presque toujours, répond Gale, depuis l'année où la moitié des joueurs sont morts de froid. Ce n'avait pas été d'un grand intérêt. C'est vrai. Une fois, nous avons regardé les joueurs d'Hunger Games gelés sur place, à la nuit tombée. On les distinguait à peine, recroquevillés sur eux-mêmes, sans bois pour se réchauffer ni s'éclairer. Le spectacle de ces morts silencieuses avait beaucoup déçu le Capitole. Depuis, on trouve généralement de quoi faire du feu. Oui, il y en aura sûrement. Katnip, ce n'est que de la chasse. Tu es la meilleure à ce jeu-là, dit Gale. Ce n'est pas de la chasse. Ils sont armés et ils réfléchissent. Toi aussi, remarque-t-il. Tu as une expérience qu'ils n'ont pas, une expérience pratique. Tu as déjà tué. Pas des gens. Quelle différence ça peut faire demande Gale d'un ton cynique. Le plus terrible, c'est qu'il a raison. Si je pouvais oublier qu'il s'agit de gens comme moi, cela ne ferait aucune différence. Les pacificateurs reviennent, trop vite. Gale leur demande plus de temps, mais il le pousse vers la sortie, et je me mets à paniquer. « Ne les laisse pas mourir de faim !» m'écriai-je en le retenant par les mains. « Compte sur moi. Tu sais que tu peux compter sur moi. Katnip, souviens-toi de... » commence-t-il. Il l'entraîne de force et claque la porte derrière eux. Je ne saurais jamais de quoi je devais me rappeler. Le trajet depuis l'hôtel de justice jusqu'à la gare n'est pas long. C'est la première fois que je monte dans une voiture. Je suis même rarement montée dans un chariot. Dans la veine, on se déplace à pied. J'ai eu raison de ne pas pleurer. La gare grouille de reporters, leurs caméras insectoïdes braquées sur mon visage. Mais j'ai appris depuis longtemps à réprimer toute émotion. C'est ce que je fais maintenant. Je m'aperçois brièvement sur l'écran géant de la gare qui transmet mon arrivée en direct. À ma grande satisfaction, je donne presque l'impression de m'ennuyer. Pita Melark, à l'inverse, a manifestement pleuré, et curieusement, il ne semble pas chercher à s'en cacher. Je me demande si ce ne serait pas une stratégie pour les jeux. Paraître faible et terrorisé, afin de vaincre les autres tribus s'ils représentaient le moindre danger. Non, pas du tout. Paraître faible et terrorisé afin de convaincre les autres tribus qu'ils ne représentent aucun danger. Ça a fonctionné avec une fille du district 7, Joanna Manson, voilà quelques années. Elle était passée pour une telle froussarde, pleurnicharde et sans cervelle, que les autres l'avaient ignorée, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une poignée de concurrents. On s'était alors aperçu qu'elle pouvait tuer, et sans scrupule. Une stratégie plutôt maligne, mais qui semble beaucoup moins convaincante de la part de Pita Melark, car c'est un fils de boulanger. Toutes ces années à manger à sa faim, à porter des plateaux de pain, l'ont rendu fort et large d'épaules. Il lui faudra pleurer beaucoup avant de persuader quiconque de le négliger. On nous fait patienter quelques minutes devant le train afin d'être filmés par les caméras, puis on nous embarque et les portes se referment sur nous. Le train s'ébranle aussitôt. Au début, la vitesse me coupe le souffle. Je n'ai jamais pris le train, naturellement, puisque les déplacements entre les districts sont interdits en dehors des services officiels. Pour nous, le rail sert surtout à convoyer le charbon. Ce train-ci n'a rien d'un convoi de charbon, néanmoins. C'est un transport de grande vitesse du Capitole, capable d'atteindre les 400 km/h de moyenne. Notre voyage jusqu'au Capitole durera moins d'une journée. À l'école, on nous enseigne que le Capitole est construit dans une région appelée autrefois les Rocheuses. Le district 12
était jadis connu sous le nom de Appalaches. On y extrayait déjà du charbon voilà des siècles, ce qui explique pourquoi nos mineurs doivent creuser aussi profond. À l'école, presque tout se ramène au charbon. Hormis l'apprentissage de la lecture et des mathématiques, l'essentiel de notre instruction est lié au charbon, à l'exception du sermon hebdomadaire concernant l'histoire de Panem, dans lequel on nous rabâche tout ce que nous devons au Capitole. Je sais que l'on ne nous dit pas tout, qu'il a dû se produire autre chose durant la rébellion. Mais j'y réfléchis rarement. Quelle que soit la vérité, ce n'est pas elle qui m'aidera à mettre de la nourriture sur la table. Le train des tribus est encore plus luxueux que l'hôtel de justice. Nous bénéficions chacun d'un appartement privé, avec une chambre à coucher, un dressing et une salle de bain individuelle, avec l'eau courante, chaude ou froide. Pour avoir de l'eau chaude, chez moi, on doit la faire bouillir. Je découvre des tiroirs des tiroirs entiers remplis de beaux habits. Et Effie Trinket me dit de me servir, de porter ce que je veux, que tout est à ma disposition. Que je sois simplement prête pour le dîner dans 1 heure. J'enlève la robe bleue de ma mère et m'offre une douche brûlante. Je n'en avais encore jamais prise jusqu'ici. On a l'impression de se retrouver sous une averse d'été, mais plus chaude. J'enfile un pantalon et un chemisier vert foncé. Je me rappelle alors de la petite broche en or de Madge. Je l'étudie de plus près pour la première fois. Elle représente un oiseau d'or entouré d'un anneau. L'oiseau ne touche l'anneau que par le bout des ailes. Je reconnais sa silhouette. Un gémoqueur. C'est un drôle d'oiseau, qui représente une forme de camouflet pour le Capitole. Pendant la rébellion, ces derniers avaient modifié génétiquement plusieurs espèces animales afin de s'en servir comme d'armes. L'une d'elles, le gé bavard, avait la faculté de mémoriser et de reproduire les discussions entières. Exclusivement mâle, il regagnait toujours son gîte, à la manière d'un pigeon voyageur. Le Capitole en a lâché un grand nombre au-dessus des régions où se cachaient ses ennemis. Ces oiseaux recueillaient ce qu'ils entendaient, puis regagnaient leur centre pour les répéter. Les gens ont mis un moment avant de comprendre ce qui se passait dans les districts, comment leurs conversations étaient espionnées. Ensuite, bien sûr, les rebelles se sont amusés à inonder le Capitole de messages invraisemblables, ce qui les a de mensonges invraisemblables, et tout le monde en a fait des gorges chaudes. Puis les centres ont fermé, et les oiseaux abandonnés dans la nature pour y mourir. Sauf qu'au lieu de s'éteindre, les geais bavards se sont accouplés à des moqueurs femelles, engendrant ainsi une nouvelle espèce capable d'imiter aussi bien les chants oiseaux que la voix humaine. S'ils avaient perdu la capacité de prononcer des mots, ils parvenaient encore à reproduire différents sons humains, des gazouillis légers d'un bébé au baryton sonore d'un adulte. Et ils pouvaient retenir des chants, pas uniquement quelques notes, mais des chansons entières, avec plusieurs couplets, quand on avait la patience de leur en chanter et qu'ils appréciaient votre voix. Mon père adorait les gémoqueurs. Quand nous partions chasser, il leur sifflait ou leur chantait des airs complexes, et, après une pause polie, il les lui chantait en retour. Tout le monde n'est pas traité avec autant de respect. Mais chaque fois que mon père chantait, les oiseaux du voisinage se taisaient et écoutaient. Il avait une voix magnifique, haute et claire, si pleine de vie qu'elle pouvait vous tirer les rires et les larmes à la fois. Je n'ai jamais pu me résoudre à reprendre le flambeau après sa mort. Néanmoins, je trouve un certain confort dans ce bijou. Comme si j'emportais avec moi un peu de mon père pour me protéger. Je fixe la broche à ma chemise. Sur l'étoffe vert foncé, on pourrait presque s'imaginer le gémoqueur en train de voler entre les branches. Effie Trinket passe me prendre pour le dîner. Je l'accompagne le long d'un long couloir étroit et cachotant, jusqu'à une salle à manger aux cloisons vernies. Une vaisselle délicate a été disposée sur la table. Pita Melark est déjà assis, à nous attendre, à côté d'une chaise vide. « Et Mitch n'est pas là ?» lance gaiement Effie. « La dernière fois que je l'ai vu, il a dit qu'il comptait piquer un roupillon, » répond Pita. « Il faut dire que nous avons eu une journée fatigante, concède Effie Trinket. J'ai l'impression que l'absence d'Mitch la soulage, et qui l'en blâmerait. » Le dîner comporte plusieurs plats. D'abord, une soupe de carottes épaisse, puis
une salade verte, des côtelettes d'agneau avec de la purée de pommes de terre, du fromage, des fruits et un gâteau au chocolat. Tout le long du repas, Effie Trinket ne cesse de nous répéter de garder de la place pour la suite. Je m'empiffre néanmoins, car on m'avait encore jamais présenté une nourriture pareille, aussi bonne et en telle quantité, sans compter que prendre quelques kilos avant les jeux est probablement la meilleure chose à faire. Au moins, vous savez vous tenir à table, observe Effie Trinket, à la fin du plat principal. Les deux l'an dernier mangeaient avec leurs mains, de vrais sauvages. Ils m'avaient complètement coupé l'appétit. Ceux de l'an dernier étaient des enfants de la veine, qui n'avaient jamais mangé à leur faim. Et lorsqu'ils avaient de la nourriture à table, les bonnes manières étaient sûrement le cadet de leurs soucis. Pita est le fils d'un boulanger, maman nous a enseigné à manger proprement, à Prime et à moi, de sorte que oui, je sais me servir d'une fourchette et d'un couteau. Mais le commentaire d'Effie me rend si furieuse que je mets un point d'honneur à finir le repas avec mes doigts, puis je m'essuie sur la nappe. Effie pince les lèvres devant ce spectacle. Le repas terminé, je dois lutter pour conserver tout ce que j'ai avalé. Pita semble un peu pâle, lui aussi. Notre estomac n'est pas habitué à un traitement pareil. Mais si je peux garder la mixture de saï-boui-boui à base de viande de rat, d'entrailles de porc et d'écorce, sa spécialité en hiver, je ne vais certainement pas rendre ce festin. Nous passons dans un autre compartiment afin de regarder le résumé de la moisson à travers tout Panem. Leur programmation s'échelonne le long de la journée afin qu'il soit possible de les suivre tout en direct, mais seuls les habitants du Capitole le peuvent vraiment, puisqu'ils ne sont tenus d'assister à aucune. Les moissons se succèdent une à une, avec l'appel des noms, et parfois, rarement, des volontaires qui s'avancent. Nous étudions le visage de nos futurs adversaires. Quelques-uns se détachent du lot. Un garçon monstrueux qui se porte volontaire dans le 2, une rousse au visage de renard dans le district 5, un garçon affligé d'un pied beau dans le district 1, et le pire, une gamine de 12 ans dans le district 11. Elle a la peau brune et les yeux marrons, mais pour le reste, elle ressemble beaucoup à Prime. Sauf que, quand elle grimpe sur l'estrade et qu'on demande des volontaires, on n'entend que le vent qui siffle à travers les immeubles délabrés tout autour. Personne n'est disposé à prendre sa place. Vient enfin le tour du district 12, l'appel de Prime, moi qui me précipite. Ma voix se brise un peu lorsque je pousse Prime derrière moi, comme si je craignais que personne ne m'entende et qu'on ne l'apprenne malgré tout. Mais bien sûr, tout le monde m'entend. Je vois Gail soulever ma petite sœur, je me vois gravir les marches. Les commentateurs ne savent pas trop comment interpréter le refus d'applaudir de la foule, son salut silencieux. L'un d'eux fait observer que le district 12 a toujours été un peu frustre, mais que ses coutumes sont parfois bien pittoresques. Comme pour illustrer mes propos, Amy choisit ce moment pour basculer de l'estrade. Il se désole de manière cocasse. On tire le nom de Pita, qui rejoint calmement sa place. Nous échangeons une poignée de main. On rejoue l'hymne encore une fois, puis l'émission s'achève. Effie Trinket boude à cause de l'état dans lequel se trouvait sa perruque. Votre mentor aurait beaucoup à apprendre en matière de présentation, de comportement télévisuel. Pita s'esclaffe. Il était saoul, dit-il. Il est saoul chaque année. Chaque jour, ajoutai-je. Je ne peux réprimer un petit sourire narquois. Dans la bouche d'Effie, on dirait qu'Haymitch a simplement de mauvaises manières, que quelques conseils de sa part pourraient permettre de le corriger. Oui, répond sèchement Effie. Je ne vois vraiment pas ce que ça a de drôle. Votre mentor est votre unique bouée de sauvetage lors de vos jeux. C'est lui qui vous conseille, qui vous cherche des sponsors et qui organise la présentation des cadeaux quand il y en a. Il pourrait bien représenter votre seule chance de vous en sortir vivant. À cet instant précis, Haymitch débouche en titubant dans le compartiment. « J'ai loupé le dîner ?» demande-t-il la voix pâteuse. Puis, il vomit sur le tapis et s'écroule par terre. « Eh bien, riez donc !» s'écrie Effie Trinket. Elle contourne la flaque de vomi sur la pointe de ses escarpins et prend la fuite. Pita et moi observons un moment sans bouger, notre mentor vautrer dans le contenu de son estomac. La puanteur du vomi et l'alcool fort manquent de me faire rendre mon dîner. Nous échangeons un regard. Haymitch ne vaut sans doute pas grand-chose, mais Effie Trinket a raison sur un point. Une fois dans l'arène, il sera notre seul allié. Sans nous consulter, Pita et moi l'attrapons chacun par un bras et l'aidons à se relever.
Je suis tombé demanda Mitch. Ça pue. Il s'essuie le nez en se barbouillant de vomi. On va vous ramener dans votre chambre, dit Pita. Vous nettoyez un peu. Nous le portons à moitié jusqu'à son compartiment. Comme il n'est pas question de l'allonger dans cet état sur le couvre-lit brodé, nous le hissons dans la baignoire et le passons à G. C'est à peine s'il s'en aperçoit. C'est bon, me dit Pita, je prends le relais à partir de là. Je ne peux me défendre d'éprouver une certaine gratitude, car déshabiller Mitch, laver le vomi dans les poils de son torse et le fourrer au lit, voilà bien la dernière des choses dont j'ai envie. Pita essaye peut-être de faire bonne impression sur lui, d'être son favori quand les jeux auront commencé. Mais à en juger par son état, Mitch ne gardera aucun souvenir de cette soirée. D'accord, dis-je. Je peux t'envoyer quelqu'un du Capitole pour t'aider. Il y a beaucoup de personnel dans le train. Pour nous faire la cuisine, nous servir, nous protéger. C'est son travail de s'occuper de nous. Non, je ne veux pas d'eux, répond Pita. J'acquiesce et je retourne dans ma propre chambre. Je comprends ce que ressent Pita. Moi aussi, je ne supporte pas la vue des gens du Capitole. Leur balancer Mitch dans les bras aurait néanmoins constitué une certaine forme de revanche. Si bien que je me demande pourquoi Pita insiste pour s'en occuper tout seul, et subitement je me dis, c'est par gentillesse. Comme quand il m'a donné les pains. Cette idée me glace le sang. Gentil, Pita Melark est beaucoup plus redoutable que moi que s'il était méchant. Les personnes gentilles ont le chic pour m'attendrir. Je ne peux pas me le permettre. Pas là où nous allons. Je décide donc, à partir de cet instant, d'avoir le moins de contact possible avec le fils du boulanger. Le train s'arrête. J'ouvre ma fenêtre, je jette au dehors les cookies que m'a donnés le père de Pita, puis la referme brutalement. Assez. Je ne veux plus penser à lui, ni à l'un, ni à l'autre. Malheureusement, le sachet de cookies se déchire et les gâteaux se répandent comme un bouquet de pissenlits sur le bord de la voie. L'image s'éloigne bientôt, car le train repart, mais c'est suffisant. Suffisant pour me rappeler cet autre pissenlit dans la cour de l'école, des années plus tôt. Je venais de me détourner de Pita Melark et de son bleu sur le visage quand j'ai aperçu un pissenlit, et j'ai su que tout espoir n'était pas perdu. Je l'ai arraché avec soin, je me suis empressée de l'emporter à la maison. J'ai pris un seau, attrapé Prime par la main, et je l'ai entraîné dans le pré, qui, effectivement, était couvert de fleurs jaunes. Après avoir ramassé cela, nous avons continué le long de la grille sur plus d'1 kilomètre, jusqu'à ce que notre seau déborde de pissenlits, de feuilles comestibles, de bourgeons et de leurs fleurs. Ce soir-là, nous avons festoyé de salade de pissenlits et du reste du pain. Et sinon, m'a demandé Prime, quel genre de nourriture peut-on encore trouver ? Toutes sortes de choses, ai-je répondu. Il faudra juste que je m'en souvienne. Notre mère possédait un livre qu'elle avait rapporté de la pharmacie. Les pages en parchemin jauni étaient couvertes de dessins de plantes tracés à la plume. Une écriture soignée indiquait leur nom, où les récolter, l'époque de leur floraison, leur usage médicinal. Mon père avait rajouté des notes de sa main, concernant les plantes comestibles et non médicinales. Pissenlit, raisin d'Amérique, oignons sauvages, pignons. Prime et moi avons passé le reste de la soirée à parcourir les pages. Le lendemain, nous n'avions pas école. J'ai rôdé un moment aux abords du pré avant de trouver le courage de me faufiler sous la grille. C'était la première fois que j'y allais seule, sans les armes de mon père pour me protéger. J'ai quand même récupéré dans le tronc de l'arbre creux le petit arc et les flèches qu'il m'avait fabriqués. Je n'ai pas dû faire plus de 20 mètres dans la forêt ce jour-là. Je suis restée pratiquement tout le temps dans les branches d'un vieux chêne, à espérer qu'un gibier se présente. Au bout de plusieurs heures, j'ai eu la chance d'abattre un lapin. J'en avais déjà tiré quelques-uns avec mon père, mais j'ai abattu celui-ci toute seule. Nous n'avions pas mangé de viande depuis des mois. La vue du lapin a paru sortir ma mère de sa léthargie. Elle s'est levée, l'a écorché, et a préparé le ragoût avec la viande, ainsi que quelques feuilles comestibles que Prime avait ramassées. Ensuite, elle a perdu le fil de ce qu'elle faisait, et elle est retournée se coucher. Mais quand le ragoût a été prêt, nous lui en avons servi une assiette. La forêt est devenue notre providence. Chaque jour, je m'enfonçais un peu plus profondément dans ses bras. Ça a été laborieux au début, mais j'étais bien décidée à nous nourrir. Je volais des œufs dans les nids, je prenais des poissons dans la nasse, je parvenais parfois à tirer sur un écureuil ou un lapin, et je ramassais toutes sortes de plantes. Il faut être prudent avec les plantes.
Beaucoup sont comestibles, mais une seule mauvaise bouchée peut suffire à vous tuer. Je l'ai vérifié et revérifié plusieurs fois en me servant des notes de mon père. Je nous gardais en vie. Au début, le moindre signal de danger, un hurlement lointain, une branche qui se cassait soudain, me faisait regagner le grillage au pas de course. Puis j'ai commencé à grimper aux arbres pour échapper aux chiens sauvages, lesquels ne tardaient pas à se lasser et à s'en aller. Les ours et les félins vivaient plus loin dans la forêt. Sans doute n'appréciaient-ils guère la puanteur de la suie de notre district. Le 8 mai, je me suis rendue à l'hôtel de justice. J'ai signé pour mes thésérés et j'ai rapporté à la maison ma première ration de blé et d'huile dans le chariot de Prime. Et je pouvais recommencer le 8 de chaque mois. Je n'ai pas cessé de chasser et de ramasser des plantes, bien sûr. Le blé n'aurait pas suffi à nous nourrir, et il y avait autre chose à acheter. Du savon, du lait, du fil. Je me suis remise à vendre à la plaque la nourriture dont nous pouvions nous passer. C'était un peu effrayant de pénétrer dans cet endroit sans mon père, mais les gens l'avaient respecté et ils m'ont accepté. Le gibier restait du gibier, après tout, peu importe qui l'avait abattu. Je revendais également à la porte du service des maisons les plus riches de la ville, en tâchant de me rappeler ce que mon père m'avait appris, tout en retenant quelques nouveaux trucs au passage. Le boucher me prenait des lapins, mais pas les écureuils. Le boulanger aimait l'écureuil, mais ne m'en achetait qu'en l'absence de sa femme. Le chef des pacificateurs raffolait de dindons sauvages. Le maire avait une passion pour les fraises. À la fin de l'été, quand je me lavais dans l'étang, j'ai ramassé des plantes qui poussaient autour de moi. Grandes, avec des feuilles en forme de pointe de flèche. Des fleurs blanches à 3 pétales. Je me suis agenouillée dans l'eau, j'ai enfoncé les doigts dans la boue et ramené les poignées de racines. Des petits tubercules bleuâtres qui ne payaient pas de mine, mais qui, une fois cuits ou bouillis, sont aussi bons que des pommes de terre. Des Katniss, ai-je dit à voix haute. C'est la plante qui m'a donné mon prénom. J'entendais encore mon père me dire en riant « Tant que tu arrives à te trouver, tu ne mourras pas de faim. » J'ai passé plusieurs heures à gratter le fond de l'étang avec mes orteils et un long bâton et à rassembler les tubercules qui remontaient à la surface. Ce soir-là, nous avons fait un festin de poissons et de racines de Katniss jusqu'à ce qu'enfin, pour la première fois depuis des mois, nous soyons rassasiés. Ma mère a repris peu à peu. Elle s'est remise à nettoyer, à cuisiner, à conserver une partie de la nourriture que je rapportais en prévision de l'hiver. Les gens faisaient du troc avec nous, ou nous achetaient des remèdes pharmaceutiques. Un jour, je l'ai entendu chanter. Prime était aux anges, mais je restais vigilante, guettant le moment où notre mère nous abandonnerait de nouveau. Je ne lui faisais plus confiance, et au fond de moi, dans un recoin sombre et tourmenté, je la haïssais pour sa faiblesse, sa négligence, les mois d'épreuves qu'elle nous avait fait endurer. Prime lui avait pardonné, mais pour ma part, je m'étais détachée de ma mère. J'avais érigé un mur entre nous deux, comme pour affirmer que je n'avais plus besoin d'elle, et rien n'a jamais été pareil entre elle et moi. Et voilà que je vais mourir sans avoir eu l'occasion de réparer cela. Je repense à ce que je lui ai crié aujourd'hui, à l'hôtel de justice. Je lui ai quand même dit que je l'aimais. Ça compense peut-être. Je reste un long moment à regarder par la fenêtre. Je voudrais bien l'ouvrir, mais je ne suis pas trop sûre de ce qui se passerait à cette vitesse. On distingue au loin les lumières d'un autre district. Le 7, le 10, je n'en sais rien. Je pense aux gens chez eux, en train de se mettre au lit. J'imagine ma maison avec les volets clos. Que font Prime et ma mère? Ont-elles eu le courage de manger, de profiter du ragoût de poisson, des fraises? Ou bien peut-être les ont-elles laissées refroidir? Peut-être ont-elles laissé leur nourriture dans leur assiette? Ont-elles suivi la rediffusion des meilleurs moments de la journée sur notre vieux téléviseur? Sans doute ont-elles pleuré. Ma mère tient-elle le coup? Se montre-t-elle forte pour Prime? Ou bien a-t-elle déjà recommencé à se replier sur elle-même, à laisser le poids du monde sur ses frêles épaules de ma sœur? Prime dormira certainement avec ma mère cette nuit. L'idée de notre bon vieux Buttercup couché sur le lit afin de veiller sur elle me réconforte. Si elle se met à pleurer, il viendra se lever entre ses bras et ronronnera jusqu'à ce qu'elle trouve le sommeil en se calmant.
Je suis bien contente de ne pas l'avoir noyé. Je pense à ma famille. Penser à ma famille me fait ressentir une douleur, me fait ressentir douloureusement ma solitude. Penser à ma famille me fait ressentir douloureusement ma solitude. La journée a été interminable. J'ai du mal à croire que ce matin encore je mangeais des mûres en compagnie de Gale. J'ai l'impression que ça remonte à une éternité. Comme un long rêve qui aurait viré au cauchemar. Peut-être que si je m'endors, je me réveillerai chez moi, au district 12. J'imagine que les tiroirs contiennent toutes sortes de chemises de nuit, mais je me contente de me déshabiller et de me glisser dans le lit en sous-vêtements. Les draps sont doux, soyeux. Un édredon épais me procure une chaleur immédiate. Si je dois pleurer, c'est le moment ou jamais. Demain matin, j'effacerai les traces en faisant ma toilette. Mais aucune larme ne me vient. Je suis trop fatiguée ou trop engourdie pour pleurer. Je n'ai qu'une envie, être ailleurs. Alors je me laisse bercer par le train et sombre dans l'oubli. Une lumière grise filtre à travers les rideaux quand de petits coups frappés à ma porte me réveillent. J'entends la voix d'Effie Trinket m'appeler à travers. Debout, 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 ça va être une grande, grande, grande journée. J'essaie brièvement de me mettre dans la peau de cette femme. Que peut-elle bien avoir en tête? À quoi a-t-elle rêvé, cette nuit? Je n'en ai aucune idée. Je remets mon ensemble vert foncé, vu qu'il n'est pas vraiment sale, juste un peu froissé après avoir passé la nuit par terre. Mon doigt effleure le cercle autour du petit gémeau-cœur en or, et je repense au bois, à mon père, à Prime, à ma mère, qui doivent être en train de se réveiller, qui doivent avoir plein de choses à faire. J'ai dormi sur la coiffure que ma mère a tressée pour la moisson, et le résultat ne me paraît pas trop mal, alors je n'y touche pas. De toute manière, peu importe, nous serons bientôt au Capitole. Et une fois là-bas, c'est mon styliste qui décidera de mon allure pour la cérémonie d'ouverture. J'espère qu'il ne sera pas de ceux qui ne jurent que par la nudité. En entrant dans la voiture salon, je croise Effie Trinket, une tasse de café noir à la main. Elle marmonne des obscénités. Haymitch, le visage bouffi et rougeau après ses excès de la veille, est en train de glousser. Pita tient un petit pain et affiche un air gêné. Assieds-toi, assieds-toi, lance Haymitch en me faisant signe de m'approcher. À l'instant où je me glisse sur la chaise, on me sert un énorme plateau de nourriture. Des œufs, du jambon et des morceaux de pommes de terre sautées. Une coupe de fruits frais posée sur de la glace. Les paniers de petits pains placés devant moi suffiraient à nourrir toute ma famille pour une semaine. Il y a même un élégant verre de jus d'orange. Enfin, je crois que c'est du jus d'orange. Je n'ai goûté une orange qu'une fois, au Nouvel An. Mon père m'en avait acheté une en cadeau. Une tasse de café. Ma mère adore le café, que nous n'avons presque jamais les moyens de nous offrir, mais j'ai toujours trouvé ça trop amer, trop clair. Je vois aussi dans un bol, un liquide épais qui m'est inconnu. Ça s'appelle du chocolat chaud, m'explique Pita. C'est délicieux. Je goûte une gorgée de ce breuvage chaud, sucré et crémeux, et un frisson me parcourt de la tête aux pieds. J'ignore le reste du repas jusqu'à ce que j'ai vidé mon bol. Ensuite seulement, je m'empiffre tant que je peux, en prenant garde de ne pas abuser des choses trop riches. Ma mère me dit toujours que je dévorerai comme si je n'espérais pas revoir de la nourriture. Je n'en reverrai pas si j'en rapporte pas moi-même à la maison, avais-je rétorqué. Ça lui avait cloué le bec. Quand je me sens sur le point d'éclater, je me renverse en arrière et me tourne vers mes compagnons de table. Pita continue à grignoter des bouts de pain, qu'il trempe dans son chocolat chaud. Haymitch n'a pratiquement pas touché à son assiette, mais sirote une bouteille contenant un jus rouge. Il ne cesse de l'allonger avec un liquide clair qu'il verse d'une flasque. En juger par l'odeur, c'est de l'alcool. Je ne connais pas Haymitch, mais je l'ai souvent croisé à la plaque et vu déposer des poignées de pièces sur le comptoir de la femme qui vend de l'alcool pur. Il sera ivre-mort le temps qu'on atteigne le Capitole. Je réalise que je déteste Haymitch. Pas étonnant que les districts 12 ne s'en sortent presque jamais. Ce n'est pas uniquement parce que nous sommes mal nourris et mal entraînés. Certains étaient suffisamment forts, ils auraient dû avoir leur chance. Mais nous trouvons rarement des sponsors, et c'est en grande partie sa faute. Des gens riches qui soutiennent un tribu, parce qu'ils ont parié sur lui, ou simplement pour se vanter de l'avoir sponsorisé quand il a gagné,
veulent traiter avec un intermédiaire un peu plus distingué. « Vous êtes censé nous donner des conseils, je crois, dit Haymitch. « En voilà un, de conseil. Restez en vie, répond Haymitch, puis il éclate de rire. J'observe Pita, avant de me rappeler que je ne peux plus avoir affaire à lui. Je suis surprise de la dureté de son regard, lui qui paraît toujours si doux. « Vous trouvez peut-être ça drôle, gronde-t-il. Il renverse brusquement la flasque qu'Haymitch tient dans sa main. Le verre s'écrase par terre, et son contenu rougeant s'écoule vers la queue du train. Mais pas nous. Haymitch réfléchit un moment, puis frappe Pita à la mâchoire en le faisant basculer de sa chaise. Quand il se retourne vers son verre, je plante mon couteau dans la table entre sa main et la flasque. Je rate ses doigts d'un cheveu. Je me prépare à recevoir un coup, moi aussi, mais rien ne vient. Au contraire, il se rassoit et nous dévisage en plissant les yeux. Tiens, m'aurait-il dégoté de vrais combattants cette année ? Pita se relève et ramasse une poignée de glace dans la coupe de fruits. Il s'apprête à l'appliquer contre la marque rouge sur son menton. Non, l'arrêta Haymitch. Qu'on voit le bleu. Au contraire, le public s'imaginera que tu t'es battu avec un autre tribu avant même ton entrée dans l'arène. Les règles l'interdisent, grogne Pita. Seulement si tu te fais prendre. Ce bleu montrera que tu t'es battu et que tu ne t'es pas fait prendre. Encore mieux. Haymitch se tourne vers moi. Tu pourrais atteindre autre chose qu'une table avec ce couteau ? L'arc reste mon arme de prédilection. Mais je me suis pas mal entraînée au lancer du couteau, autrefois. Parfois, quand on blesse un animal avec une flèche, il vaut mieux lui planter un couteau dans la couenne avant de l'approcher. Je réalise que, si je veux impressionner Haymitch, c'est le moment ou jamais. J'arrache le couteau de la table, je l'empoigne par la lame et le jette entre les cloisons à l'autre bout de la pièce. Je voulais juste le planter correctement, mais il se loge pile entre deux planches, ce qui me fait paraître bien meilleur que je ne le suis. « Venez vous placer là, tous les deux, dit Haymitch, en indiquant le milieu de la salle du menton. Nous obéissons, et il tourne autour de nous, nous palpant comme à la foire, nous pinçant les muscles, nous examinant le visage. Ma foi, ça pourrait être pire. Vous m'avez l'air en forme, et une fois passé entre les mains des stylistes, vous devriez avoir votre petit succès. Pita et moi comprenons ça. Les Hunger Games ne sont pas un concours de beauté, mais les tribus les plus séduisants s'attirent toujours plus de sponsors que les autres. Très bien, je vous propose un marché. Vous me laissez boire à ma guise, et je resterai suffisamment sobre pour vous aider, promet Haymitch. Seulement, il faudra faire exactement ce que je dis. Ce n'est pas mirobolant, mais ça représente déjà un pas géant par rapport à tout à l'heure, où nous n'avions même pas de mentor. Ça me va, fait Pita. Alors aidez-moi, dis-je. Non, alors aidez-nous, dis-je. Quand nous arriverons à l'arène, quelle est la meilleure stratégie à la corne d'abondance pour quelqu'un qui... Une chose à la fois, répond Haymitch. D'ici quelques minutes, nous entrerons en gare. On vous confiera à vos stylistes. Vous n'allez pas aimer ce qu'ils vous feront. Mais quoi qu'ils décident, ne vous y opposez pas. Mais, dis-je, pas de mais. Ne discutez pas, insiste Haymitch. Il rafle sa flasque d'alcool sur la table et quitte le wagon. Au moment où la porte se referme sur lui, le noir se fait. Quelques lampes continuent d'éclairer le salon, mais au dehors, on dirait que la nuit vient de tomber. Nous sommes probablement entrés dans un tunnel. Le Capitole est séparé des autres districts de l'Est par des hautes montagnes. Impossible d'y accéder autrement que par les tunnels. Cette barrière naturelle a joué un rôle décisif dans la défaite des districts, responsables de ma situation actuelle. Faute d'un moyen de franchir les montagnes, les rebelles constituaient une proie facile pour les forces aériennes du Capitole. Pita Melark et moi demeurons silencieux pendant que le train prend de la vitesse. Le tunnel est immense, je songe aux tonnes de rocs qui me séparent du ciel et je me sens comme un poids sur ma poitrine. Je déteste l'idée de m'enfoncer dans la pierre. Ça me rappelle mon père piégé dans la mine, incapable de remonter à l'air libre, enfoui à tout jamais dans l'obscurité. Le train finit par ralentir et soudain, le soleil inonde le salon. C'est plus fort que nous, Pita et moi courons à la fenêtre pour découvrir ce que nous n'avons vu qu'à la télévision. Le Capitole, la ville dirigeante de Panem. Les caméras n'ont pas exagéré sa splendeur. En fait, elle aurait plutôt atténué sa magnificence de ses tours aux façades irisées, des voitures étincelantes qui roulent sur des larges avenues goudronnées, de tous ces gens bien nourris en costumes somptueux, aux coiffures étranges et aux visages peints.
Ses couleurs paraissent artificielles, les roses trop vifs, les verts trop intenses, les jaunes douloureux pour les yeux, comme sur des disques en sucre d'orge que nous n'avons jamais les moyens de nous offrir dans les minuscules échoppes de friandises du district 12. Les passants nous montrent du doigt en reconnaissant notre train. Je m'écarte de la fenêtre, écœuré par leur excitation, sachant qu'ils attendent avec impatience de nous voir mourir. Mais Pita ne bouge pas. Il sourit et salue la foule de la main. Il ne s'arrête que lorsque le train entre en gare et nous dissimule à leur vue. Voyant que je le regarde, il hausse les épaules. On ne sait jamais, explique-t-il. L'un d'eux est peut-être riche. Je l'ai mal jugé. Je revois tout ce qu'il a fait depuis le début de la moisson. Sa pression amicale de la main, son père qui m'apporte des cookies, qui promet de s'occuper de Prime. Est-ce Pita qui lui a demandé, les larmes à la gare, s'offrir à laver Haymitch, puis le provoquer ce matin en constatant qu'apparemment l'approche amicale ne donnait rien, et maintenant ce numéro à la fenêtre pour tenter de se mettre la foule dans la poche. Certaines pièces manquent encore, mais je sens qu'il est en train d'élaborer un plan. Il ne se résigne pas à mourir, il se bat déjà d'arrache-pied pour survivre. Ce qui veut dire que Pita Melark, le gentil garçon qui m'a donné du pain, se bat d'arrache-pied pour me tuer. Scratch! Je serre les dents pendant que Venia, une femme aux cheveux bleus avec des tatouages dorés au-dessus des sourcils, arrache la bande de cire de mon mollet. Désolée, minote-t-elle avec ce ridicule accent du Capitole. Mais tu es tellement velu! Pourquoi ces gens-là ont-ils une voix aussi aiguë? Pourquoi ouvrent-ils à peine la bouche quand ils parlent? Pourquoi haussent-ils le ton à la fin de chaque phrase comme s'ils posaient une question? Drôle de voyelle, mot écorché, et toujours ce sifflement de la lettre S. Pas étonnant qu'on ne puisse s'empêcher de les parodier. Venia affiche une expression qui se voudrait compatissante. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'en reste plus qu'une. Prête? Je me cramponne au bord de la table et j'acquiesce. La dernière rangée de poils se décolle de mes jambes et m'arrache un tressaillement de douleur. Je me trouve au centre de transformation depuis près de 3 heures et je n'ai pas encore rencontré mon styliste. Apparemment, cela ne l'intéresse pas de me voir avant que Venia et les autres membres de mon équipe de préparation aient réglé certains problèmes évidents. On m'a donc frotté avec une mousse exfoliante afin de me débarrasser non seulement de ma crasse, mais aussi de 3 bonnes épaisseurs de peau. On m'a taillé soigneusement les ongles et surtout, on m'a arraché tous les poils de mon corps. Mes jambes, mes bras, mon torse, mes aisselles et une partie de mes sourcils ont eu droit à ce traitement qui me laisse comme un oiseau plumé, prêt à passer à la broche. Je déteste ça. Ma peau rougie me picote de partout et me donne une sensation de vulnérabilité. Mais je remplis ma part du marché conclu avec Haymitch et aucune objection n'a franchi mes lèvres. « Tu t'en sors très bien », me complimente un certain Flavius. Il fait bouffer ses anglaises oranges et se repasse un peu de rouge à lèvres violet. « S'il y a bien une chose que nous ne supportons pas, ce sont les pleurnicheries. » « Appliquez-lui la crème !» Venia et Octavia, une femme grassouillette, teinte de la tête aux pieds en vert pomme, m'enduisent d'une lotion qui commence par piquer avant d'apaiser ma peau à vif. Elles m'écartent ensuite de la table pour m'ôter mon peignoir transparent. Je me tiens là, nu comme un verre, pendant qu'ils tournent autour de moi tous les 3, à traquer les derniers poils récalcitrants avec leurs pinces à épiler. Je sais que je ne devrais pas me sentir gênée, qu'ils sont si caricaturaux que je ne fais même plus attention à eux que je ne devrais pas faire plus attention à eux qu'à un trio d'oiseaux multicolores qui viendrait picorer entre mes chevilles. Ils s'éloignent un peu pour admirer leur travail. « Excellent, tu as presque retrouvé figure humaine, » dit Flavius, ce qui les fait rire tous les 3. Je me force à sourire pour témoigner ma reconnaissance. « Merci, dis-je avec douceur. Nous avons rarement l'occasion de nous faire belle dans le district 12. » J'achève ainsi de les attendrir. « Non, bien sûr, ma pauvre chérie, » s'exclame Octavia, émue en se tordant les mains. « Mais ne t'en fais pas, » me rassure Venia. « Quand Sina en aura fini avec toi, tu seras à couper le souffle. C'est sûr, tu sais, sans cette crasse et tous ces poils, tu n'es pas vilaine du tout, » ajoute Flavius avec un ton encourageant. « Appelons Sina !» Il s'égaye hors de la pièce. Difficile de détester mes préparateurs. Ils sont d'une telle stupidité. Pourtant, je sais qu'à leur manière, ils s'efforcent sincèrement de m'aider. Je contemple le mur et le sol, blanc et froid, et je résiste à l'envie de renfiler mon peignoir.
Sina, mon styliste, me le fera sûrement retirer aussitôt. Je lève plutôt mes mains vers les cheveux, mais la seule partie de mon anatomie qu'on ait demandé à mes préparateurs de ne pas toucher. Je caresse des mèches soyeuses que ma mère a disposées avec tant de soin. Ma mère. J'ai laissé sa robe bleue et ses chaussures dans mon compartiment, sans même penser à les récupérer et à tenter de conserver un souvenir d'elle. De chez moi, je le regrette à présent. La porte s'ouvre et un jeune homme, qui doit être Sina, fait son entrée. La banalité de son aspect me prend au dépourvu. La plupart des stylistes interviewés à la télé sont teints, maquillés et retouchés au point d'en être grotesques. Mais on dirait que ses cheveux en brosse ont conservé leur couleur châtain naturelle. Il est vêtu avec simplicité, chemise et pantalon noirs. Sa seule concession à la coquetterie semble être une touche d'eyeliner doré, appliquée d'une main légère. Cela fait ressortir les paillettes d'or de ses yeux. Malgré ma répugnance pour le Capitole et les modes affreuses, je ne peux m'empêcher de lui trouver beaucoup de charme. Bonjour Katniss, je suis Sina, ton styliste, déclare-t-il d'une voix dépourvue de l'affection habituelle des gens du Capitole. Bonjour, dis-je prudemment. Donne-moi un instant, d'accord ? Me demande-t-il. Il tourne autour de moi sans me toucher, mais en détaillant chaque centimètre carré de mon corps nu. Je résiste à l'envie de croiser mes bras sur ma poitrine. Qui s'est occupé de tes cheveux ? Ma mère. C'est magnifique, vraiment. Et ça souligne ton profil à merveille. Elle est très douée de ses mains, approuve-t-il. Je m'attendais à quelqu'un de flamboyant, de plus âgé, qui tenterait désespérément de paraître jeune, quelqu'un qui m'examinerait comme un morceau de viande. Sina n'est rien de cela. Vous êtes nouveau ? Je me souviens pas vous avoir déjà vu, dis-je. Les stylistes sont souvent des visages familiers, immuables parmi les tribus, sans cesse renouvelés. Certains étaient déjà là avant ma naissance. Oui, c'est ma première année au jeu, reconnaît Sina. C'est pour ça qu'on vous a attribué le district 12. C'est généralement aux nouveaux qu'on nous confie, nous, le moins désirable des districts. Non, je l'avais demandé, répond-il sans aucune explication. Pourquoi ne pas enfiler ton peignoir ? Qu'on puisse avoir une petite conversation. Je m'exécute et le suis dans le salon voisin. 2 canapés se font face, de part et d'autre d'une table basse. 3 des murs sont nus, le 4e est une baie vitrée ouverte sur la ville. D'après la lumière, il doit être aux alentours de midi, même si un plafond nuageux est venu masquer le soleil. Sina m'invite à m'asseoir et prend place en face de moi. Il presse un bouton sur le côté de la table. Un plateau s'ouvre et un second plateau en émerge, contenant notre déjeuner. Du poulet au quartier d'orange, cuit dans une sauce crémeuse, sur un lit de céréales d'un blanc nacré, agrémenté de petits pois et d'oignons, avec des pains en forme de fleurs et un dessert, un pudding couleur de miel. J'essaie d'imaginer comment je pourrais réunir chez moi les ingrédients d'un festin pareil. Le poulet coûte trop cher, mais je m'accommoderai d'un dindon sauvage. Je devrais en abattre en second pour m'offrir une orange. Je prendrai ensuite le lait de la chèvre en guise de crème. Nous ferions pousser des petits pois dans le jardin. Je trouverai un oignon sauvage dans les bois. Je ne connais pas la céréale. Le blé de nos désirés donne plutôt une sorte de bouillie brunâtre peu appétissante. Les pains fantaisie nécessiteraient un autre arrangement avec le boulanger, 2 ou 3 écureuils au bas mot. Quant au pudding, je ne veux même pas savoir ce qu'il y a dedans. Des jours de chasse et de cueillette pour préparer un seul repas qui ne serait de toute façon qu'un piètre substitut de cette version du Capitole. Quelle impression ferait-il de vivre dans un monde où la nourriture paraît sur simple pression d'un bouton ? À quoi utiliserais-je les heures que je consacre à courir dans les bois si ma subsistance était assurée aussi facilement ? Que font-ils de leur journée, ces gens du Capitole, à part orner leur corps et attendre de nouvelles cargaisons de tribus pour se distraire par le spectacle de leur mort ? Je lève la tête et croise le regard de Sina. « Nous devons te paraître bien méprisable, dit-il. A-t-il lu cela dans mon expression ? A-t-il deviné mes pensées ? Il a raison, je les trouve méprisables, tous autant qu'ils sont. Mais peu importe, continue Sina. Bien, passons à la question de ta tenue pour la cérémonie d'ouverture. Ma collègue Portia s'occupe de ton partenaire, Pita, et nous avons pensé que vous présenter de manière complémentaire. Comme tu le sais, la coutume consiste à refléter votre district d'origine. Lors de la cérémonie d'ouverture,
Chaque tribu doit porter quelque chose en rapport avec l'économie principale de son district. Pour le 11, l'agriculture. Pour le 4, la pêche. Pour le 3, les usines. Ce qui fait que Pita et moi, venant du district 12, nous sommes tenus d'évoquer les mines de charbon. Notre tenue de travail n'étant pas particulièrement saillante, nos tribus finissent généralement en combinaison fendue avec un casque surmonté d'une lampe. Une année, ils étaient entièrement nus et recouverts d'une poudre noire censée refigurer la poussière de charbon. Quel que soit le résultat, il est toujours épouvantable et ne fait rien pour nous gagner les faveurs des sponsors. Je me prépare au pire. « Ça veut dire que je serai en tenue de mineur ?» demandai-je, en priant pour qu'elle soit décente. « Pas exactement, » répond Sina. « Portia et moi avons pensé que le thème de la mine est usé jusqu'à la corde. Ce n'est pas comme cela que les gens se souviendront de vous. Or, nous considérons que, tous les deux, qu'il est de notre devoir de rendre les tribus du district 12 inoubliables. Je serai nue, ça ne fait pas un pli, me dis-je. Si bien qu'au lieu de partir sur l'extraction du charbon, nous avons préféré nous focaliser sur le charbon lui-même, nue et couverte de poussière noire. Et que fait-on avec le charbon ? On le brûle, achève Sina. Tu n'as pas peur du feu, hein, Katniss ? Mon expression le fait rire. Quelques heures plus tard, je me retrouve dans le costume qui sera sans doute le plus sensationnel ou le plus fatal de la cérémonie. C'est une combinaison noire moulante qui va du cou à la cheville. J'ai aussi des bottes en cuir à lacets qui montent jusqu'aux genoux. Mais c'est la cape, faite de lanières oranges, jaunes et rouges, et la coiffe assortie qui font tout l'intérêt de ce costume. Sina prévoit de les enflammer juste avant que notre chariot s'élance dans la rue. Ce ne seront pas de vraies flammes, bien sûr. Rien qu'un petit feu synthétique de notre composition, à Portia et à moi. Vous ne risquez absolument rien.